Bonsoir à Le cours tous. C'est magistral. très étrange d'être de l'autre côté de la caméra, parce que du coup, je vois mieux toutes les personnes qui sont connectées en ligne. Et donc, bienvenue à toutes celles qui sont en ligne. J'imagine qu'il y a quelques personnes également qui sont en présentiel. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Et je ne vais pas être très longue, mais je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue à Olga et à Mustapha. Je suis très heureuse de cette séance et de ce dialogue qui va s'installer. Et je voulais également rappeler à tous les participants un peu la philosophie de ce séminaire, qui est un séminaire axé sur l'impact du droit international et comparé en Méditerranée et Moyen-Orient, et que l'objectif véritablement, c'est de vous montrer les différentes facettes du droit avec des théoriciens, des praticiens. Et aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir deux personnes qui travaillent sur des questions liées au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, à ce qu'on va appeler un peu la compliance aussi. Mais là, je leur laisserai la main pour vous expliquer tout ce jargon. Mais ce qui était essentiel pour moi, c'est que je voulais les remercier tous les deux chaleureusement d'avoir accepté l'invitation. Mustapha, on s'est rencontrés il y a maintenant 7 ans dans un diplôme sur la compliance. Et à l'époque, j'étais la seule du secteur public et il n'y avait personne du secteur associatif. Et depuis 2017, les choses ont pas mal évolué et les questions liées au financement des associations a été de plus en plus, j'allais dire, prégnant, présent à différents niveaux. Et c'était essentiel d'avoir ce dialogue entre le secteur privé et le secteur associatif, tous les deux recherchant vraiment des objectifs particulièrement légitimes de part et d'autre, mais qu'on n'a pas nécessairement le dialogue qui va avec. Et je pense que c'était essentiel de vous avoir tous les deux pour essayer d'expliquer aussi à tous nos participants ces différentes perspectives du secteur privé, mais aussi du secteur associatif. Comment est-ce qu'on peut se retrouver sur des thématiques légitimes pourtant contradictoires parfois, des incompréhensions de part et d'autre, et de démêler un petit peu tout cela avec donc la présence de Mustapha et d'Olga à qui je vais laisser la main. Et donc aussi l'aspect lié à ce séminaire qui est vraiment axé sur le droit, mais pas uniquement dans une optique vraiment cours magistral. Vous allez avoir des praticiens, des théoriciens. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux praticiens qui vont vous expliquer leur pratique du quotidien. Et donc, disons qu'on a une approche aujourd'hui qui va être plus axée sur un peu dégrossir les difficultés, mettre le doigt sur les défis du quotidien, mais surtout dans une dynamique d'interaction avec vous. Donc, n'hésitez pas. Je leur laisserai libre choix de prendre des questions au fur et à mesure, mais ça sera un dialogue entre les deux. Donc, c'est peut-être un setup qui est un peu différent de ce à quoi vous avez eu l'habitude sur la précédente séance. Mais je pense que ça va être très intéressant et je vais suivre également parce que je pense que j'ai beaucoup à apprendre de ces deux intervenants extraordinaires. Merci à vous deux. Bon, cette présentation peut-être rapidement, et puis un petit peu, on va aussi vous présenter un petit peu l'approche de cet échange. J'ai plutôt envie de parler d'échange, je pense, plutôt que de formation. Naturellement, très souvent, on citera des sources, des rapports, ce genre de choses. Tout ça, on aura la joie de le partager avec vous. L'objectif de cette session, c'est vraiment d'être interactif, d'échanger ensemble et ne pas vous projeter quelque chose du type cours magistral, c'est pas trop l'approche. Faut vraiment que ce soit interactif. Vous avez tous la forme? C'est bon? Ça va? Bon, je sais que vous avez mangé un bon sandwich, donc à mon avis, un petit pic de glucides, ça va aller. J'espère que c'est pareil pour tout le monde. Bon, je te laisse peut-être te présenter toi en premier, Merci. puis ensuite. Alors, donc, moi, je m'appelle Olga Balal. Je suis ravie. Merci, Leïla, de m'avoir invitée. Alors, après, j'étais un peu en stress parce que je reviens de congé maternité. Et donc, mon cerveau est très, très réduit. Et donc, j'ai du mal parfois à trouver mes mots. Donc, j'espère que je serai à la hauteur. Merci beaucoup, Leïla. Moi, je suis avocate de formation. J'ai exercé pendant 3 ans au barreau de Paris. J'ai fait du droit des affaires de manière générale. Et puis ensuite, j'ai eu une offre, donc dans le cadre du barreau, en fait, j'ai fait un stage chez MSF, d'abord chez Médecins Sans Frontières, et puis je suis devenue avocate après, j'ai exercé. Et après mes 3 ans de bar, j'ai eu une possibilité de réintégrer le département juridique de Médecins Sans Frontières. Et donc maintenant, ça fait 8 ans que je suis chez Médecins Sans Frontières, et avec mon équipe, on travaille sur tout ce qui est le cadre juridique et administratif de nos missions. Donc notre soutien est essentiellement tourné vers nos opérations sur le terrain, y compris au Moyen-Orient.
Et voilà, donc ça inclut un petit peu tout ce qui est accord de négociation avec les gouvernements, tout ce qui est construction, droit des affaires de manière plus générale, mais aussi tous les aspects sur la compliance, qui est un mot très tabou chez MSF, et tout ce qui concerne le financement. Mustapha Bouzizoua, donc jusqu'à juillet dernier, j'étais Head of Compliance au sein d'HSBC Continental Europe, pour la partie qu'on appelle Policy and Oversight et gestion des affaires réglementaires. Donc j'avais sous ma supervision 12 pays, filiales et succursales d'HSBC, pour les sujets de déploiement de politique, notamment Financial Crimes, LCBFT, sanctions internationales, qui va être deux sujets qui vont nous intéresser dans le cadre de cet échange, et lutte contre la corruption, et également gestion des affaires réglementaires avec l'autorité nationale compétente, en l'occurrence la CPR, qui avait joie de nous suivre durant les 12 années que j'ai passées chez HSBC, lors de différentes inspections. Depuis juillet 2024, j'ai fondé 3 sociétés, une société organisme de formation, donc toujours sur ces mêmes thématiques pour le secteur public et le secteur privé, avec un gros pan aussi pour le secteur associatif qui me tient à cœur. Un organisme de conseil et d'accompagnement, surtout pour des clients grands comptes, banques et établissements financiers, pour des sujets d'inspection réglementaire, de mise en place de dispositifs, lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terreau, lutte contre la corruption. Et une société dédiée sur l'intelligence artificielle appliquée à la conformité. Donc passionné par ces sujets-là, donc la passion est totalement subjective. Je peux comprendre que tout le monde ne soit pas passionné par les sujets de compliance. On va essayer de partager un petit peu cette passion avec vous aujourd'hui. Et beaucoup de webinaires. Ça peut venir, bien sûr, ça peut venir avec le temps. Moi, j'étais maintenant, j'aime de mieux en mieux. Ouais, non, c'est un sujet qui est important et on vous expliquera aussi pourquoi dans le cadre de cette formation échange, et beaucoup de webinaires, de conférences avec le secteur public notamment, mais également privé. Pour le côté public, ACPR, Tracfin, beaucoup Europol. On prépare l'édition d'un ouvrage ensemble à échéance fin d'année. Et puis le secteur public, des établissements financiers, des associations aussi, des crowdfunding plateformes, des banques, des sociétés d'assurance. Voilà. Donc sur ces mêmes thématiques de LCBFT. Alors, l'objet de cet échange aujourd'hui, c'est plutôt je vais pas dire de briser certains tabous, parce que tu me corrigeras, je pense qu'il y aura toujours des tabous qui vont exister dans la fonction compliance. C'est plutôt de présenter en fait les deux pans. C'est-à-dire ce que les banques doivent faire parce qu'elles sont assujetties à une certaine obligation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terreau notamment, et sanctions internationales. Ça pourra expliquer certaines frictions, certaines frustrations, je pense, qui peuvent exister aujourd'hui dans le secteur associatif à juste titre. Mais c'est bien aussi voilà, de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il y a certains points de blocage parfois qui peuvent exister pour aider, j'allais dire, à mieux lutter contre et j'allais dire à rendre ça un petit peu plus fluide ensuite avec les établissements financiers qui participent quand même activement, j'allais dire, ou du moins qui sont censés participer activement à tout ce qui est financement humanitaire, puisqu'on sait que les flux sont censés passer par des établissements financiers. Si on peut faciliter la chose et expliquer pourquoi est-ce que parfois il y a certains points de blocage, je serais ravi d'apporter certains éclaircissements. Totalement interactif, donc de toute façon, il n'y a personne qui va s'endormir, vous allez tous passer à la casserole. C'est l'objectif, hein. C'est en ligne. Même c'est en ligne, hein. C'est l'objectif. Parfois, encore une fois, on a préparé certains documents en parallèle, on pourra vous les envoyer, des rapports, des sources qu'on va souvent citer. Ça, c'est ce que vous allez pouvoir consulter chez vous ou ultérieurement. L'objectif vraiment aujourd'hui, c'est d'échanger de manière libre et totalement interactive. Donc, il n'y a pas de questions idiotes, que des réponses qui peuvent l'être, et je pense qu'on ne va pas en donner. On va pas donner de réponses idiotes, et des réponses, on va en donner. Et parfois, il n'y a pas toujours de réponse. Et parfois, il n'y a pas de réponse, donc en toute humilité, si la réponse n'est pas au rendez-vous, on prendra votre point et puis on vous reviendra ultérieurement, naturellement. Et juste, donc en fait, il y a deux questions qui sont en ligne, à savoir, est-ce que vous parlerez de crypto-monnaie et de la compliance par rapport à la crypto-monnaie? Alors, je ne sais pas qui pose la question, mais on peut déjà commencer par prendre la question, hein. Pourquoi parler de la crypto-monnaie? Alors, la crypto-monnaie, c'est un sujet. C'est-à-dire, il y a d'ailleurs, je vous le conseille, je vous l'enverrai si vous voulez en parler. Comme on a dit très souvent, on va citer des sources, donc on va remettre les choses dans leur contexte et on vous enverra les rapports. Il y a un très bon rapport qui est sorti très récemment de Chain Analysis. C'est la meilleure société spécialisée dans tout ce qui est crypto-monnaie. Ils font un rapport annuel sur les trends en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terreau. D'ailleurs, Tracfin utilise leur solution.
Et c'est ce qui fournit, c'est une source qui fournit le plus d'inside information, on va dire, sur la thématique. Il y a beaucoup de fantasmes autour des crypto-monnaies. Donc, on a l'impression que les crypto-monnaies aujourd'hui, en tout cas, financent activement le terreau ou participent activement au blanchiment de capitaux. Un blanchisseur qui utilise la crypto, donc un trafiquant de stupes qui va utiliser la crypto, c'est quelqu'un qui n'est pas très intelligent. Contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas plus transparent que la blockchain. On n'est pas sur de l'anonymat, on est sur du pseudonymat. La blockchain, elle est 100% publique. Avec un de mes contacts, on a d'ailleurs on a créé une petite solution de tracking de toutes les opérations en crypto qui vous permet de savoir, relié à un portefeuille, c'est là où je reviendrai un petit peu ultérieurement, toutes les opérations qui ont transité via le blockchain. Ça, on ne peut pas le faire en fait aujourd'hui avec le secteur financier, mais avec les cryptos, on le sait. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas sur l'anonymat, on est sur du pseudonymat. C'est-à-dire associer un portefeuille à une personne physique, là, on ne peut pas le faire. Mais à partir du moment où on a réussi à lier le portefeuille à une personne, on saura exactement toutes les opérations qui ont transité là-dessus. Ça, c'est la première chose. Donc, on brise un peu certains tabous. Ça peut être une menace, mais ce n'est pas la menace qu'on pense être aujourd'hui au niveau des crypto-monnaies. Au niveau du financement du terreau, c'est quasiment peanuts. On a beaucoup travaillé avec Europol là-dessus. On a pensé que, au niveau notamment des événements d'octobre 2023, il y a eu beaucoup de fonds qui ont transité via du Bitcoin ou d'autres blockchains. Il peut y en avoir, mais c'est peanuts. Par rapport aux 3000 milliards de fonds qui sont blanchis chaque année, c'est encore peanuts. Est-ce que le trend va changer? Certainement oui, c'est ce que Europol pense, si on n'a pas une réglementation et une régulation qui soit homogène au niveau international. L'Europe a beaucoup légiféré là-dessus, avec le règlement MiCA, avec la revue du règlement transfert de fonds 2023-11-13 et d'autres réglementations, surtout axées sur la travel rule. Ce n'est pas le cas pour d'autres régions, mais en tout cas, on est sur une approche de transparence des opérations crypto to crypto. La crypto est la plus dangereuse, j'allais dire, et la plus utilisée pour des faits criminels, c'est plutôt sur les cyberattaques. Donc, vous faites attaquer, on vous pirate, et le ransomware, il est payé en Bitcoin ou en d'autres cryptos, ensuite envoyé par des plateformes de mixage sur des plateformes qui ne sont pas régulées en Europe, qui ne sont pas régulées dans des pays qui ont une vraie législation en matière de crypto. Donc non, je ne vais pas énormément parler de la crypto parce que contrairement à ce qu'on pense, déjà sur la thématique, c'est pas très pertinent. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olga, mais c'est pas très très pertinent aujourd'hui. Regardez le rapport Chainalysis, j'avais fait une synthèse que j'avais publiée et partagée avec certains interlocuteurs qui s'intéressent au sujet. Je pourrais vous l'envoyer aussi. Donc, rapport de 200-250 pages que j'ai résumé en quelques pages qui pourraient vous intéresser sur des chiffres concrets pour le coup. Donc, on a des vrais chiffres associés euh, à la criminalité en lien avec les cryptos. Donc, le rapport Chainalysis. Même s'il existe des sites pour remixer les transactions et les rendre très difficilement traçables, non? Alors, il y en a quelques-unes. Alors, il y a eu, par exemple, il y avait eu Tornado Cash, il y a eu Monero. Ce qui est assez drôle, c'est que c'était une plateforme Tornado Cash qui avait été sanctionnée côté US, donc listée. Et ensuite, on ne sait pas trop pourquoi, à l'arrivée de Donald Trump, ça a été délisté. Donc il en existe, mais encore une fois, leur utilisation, il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire leur utilisation par rapport les estimations varient, 2000 milliards à 3000 milliards de fonds blanchis chaque année, c'est quasiment peanuts, c'est 0,5% des fonds qui sont blanchis via crypto. Et encore une fois, c'est pas très intelligent. Parce que si vous regardez un petit peu tous les scandales qu'il y a eu par le passé qui ont impliqué le secteur des crypto-monnaies, on a eu beaucoup plus de démantèlement sur ce secteur-là que dans le secteur financier. À partir du moment où on réussit en fait à plugger, à détecter qui a derrière un portefeuille, facilement on peut tout tracer. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a facilement tracé, pas bloqué, hein, mais toute la plateforme Bybit qui a été piratée pour 1,5 milliard d'Ethereum, on a su donc quasi directement que c'était Lazarus, donc le groupe nord-coréen qui avait derrière. On a réussi à geler une petite partie, à saisir une petite partie, mais c'est quand même une petite partie qui a réussi à être saisie, hein. Si vous prenez d'un point de vue international les fonds classiques, 2000 milliards à 3000 milliards, vous avez 1% de saisie, 0,5% de confiscation sur l'ensemble de cette somme-là. Donc oui, il y a de la menace, oui, il y a des schémas qui existent qu'on a pu observer, mais par contre, par rapport au fantasme qu'il y a tout autour du secteur crypto,
Voilà, c'est pas encore le level qu'on pense être. Est-ce que ça va changer dans l'avenir? Là, Europol pense que oui, potentiellement, des menaces émergeront si on n'a pas une homogénéisation des réglementations et des contrôles à ce niveau-là. Voilà. Une petite question en ligne. Euh, alors, juste pour avoir les bases, parce tout le monde n'est pas familier avec ce vocabulaire, si de manière très simple et sans en faire un cours, expliquer brièvement ce que c'est que le financement du terrorisme et le Bien sûr. blanchiment d'argent. Bien Peut-être sûr. qu'on peut commencer par, oui, parce que je vois qu'il y a des petites questions parfois qui sont posées en ligne et que peut-être qu'on peut commencer par ce petit point. Bien sûr, bien sûr. C'était notre next step. Exactement. Bien sûr. Sur la partie crypto, je pourrais, encore une fois, hein, c'est ce que je vous ai dit initialement, je pourrais vous partager des éléments qui iront un petit peu plus dans le détail. Mais ce qui est important de savoir, c'est que oui, il y a une menace, mais c'est pas vraiment la menace qu'on pense qu'elle présente. Euh, sur le blanchiment, moi, on va vous poser la question. Qu'est-ce que tu en penses, Olga? C'est quoi le blanchiment de capitaux? C'est un vrai sujet hein, pour la partie associative, parce qu'ensuite, il va falloir comprendre pourquoi est-ce que les banques, parfois, on a l'impression qu'elles font un peu de zèle. C'est que c'est un sujet qui est pris très au sérieux parce que le risque de sanction et le risque réputationnel pour ces mêmes institutions est très fort. Donc, il faut déjà revenir sur le concept lui-même. Ce qu'est le blanchiment, ce qu'est le financement du terreau. Quelles sont les réglementations auxquelles les institutions financières sont assujetties, qui peuvent ensuite expliquer quel est leur appétit au risque pour certains types de clients, notamment issus du secteur associatif, et ensuite comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour fluidifier les relations de part et d'autre et éviter des points de blocage, parce que certainement on peut les éviter si on parle la même langue qui est assez difficile parfois des institutions financières. Le blanchiment de capitaux, c'est quoi? Après, moi, je n'avais pas forcément d'idée là-dessus avant de m'intéresser à ces sujets. Je sais que c'était un mot que j'entendais tout le temps et ça me paraissait oula, tellement high level que ça ne m'intéressait pas du tout. Mais en fait, C'est c'est quoi le assez blanchiment? simple. Lui, celui qui a le pic de glucides parce qu'il a mangé un Ouais. sandwich il y a une demi-heure. Hein. Moi, je dirais que c'est essayer de transformer de l'argent acquis illégalement en argent légal en le réintroduisant dans le système économique, quoi. Parfait, bon, je crois Ouais. on peut rentrer chez nous. Parfait. Parfait, en fait, on peut même pas. Sur la définition, on peut pas dire mieux. Alors, il y a une définition spécifique dans le code pénal, il n'y a pas besoin, je pense, de la citer. Ça va être le 324.1 du code pénal qui va donner un peu ce que vous venez de présenter, en fait. C'est réintroduire via différents schémas, on va dire, de l'argent acquis illicitement dans le système financier pour pouvoir en jouir librement, voilà, sans que la police vienne vous taper dessus. On verra ensuite quelques petits schémas de blanchiment. Je t'en présenterai des bons, je sais. Euh, Et le financement du terrorisme. C'est plus simple que le blanchiment. Financement du terreau. Avec les deux mots, vous avez la définition. Là, c'est un bon point. Vous avez dit argent illicitement? Pas forcément. Est-ce que c'est la provenance qui va poser problème ou est-ce que c'est la destination qui va poser le problème? Je trouve qu'elle a posé problème. Et quel type de Pourquoi? problème? Parce qu'elle elle est dans les mains du terrorisme. Exactement. Ouais, c'est ça. En fait, contrairement au blanchiment, le blanchiment, c'est toujours une source qui est illicite. Il y a toujours une infraction pénale sous-jacente. D'accord? Donc ça peut être le trafic de stupes qui arrive en premier. Donc, somme blanchie niveau international. Bien entendu, les criminels, ils n'ont pas des TPE, quoique on a observé certains schémas avec des criminels qui avaient des TPE qui se faisaient payer en carte avec des comptes logés offshore. Mais en grande majorité des cas, on va être sur du cash quand il s'agit du trafic de stupes. C'est d'ailleurs la première incrimination à l'origine du blanchiment. On est sur, au total, hein, toute infraction confondue, entre 2000 milliards et 3000 milliards de dollars chaque année. C'est une estimation. D'accord? Sur le blanchiment, c'est une estimation. Soit 2,5 à 3% du PIB mondial. Au Sur le niveau blanchiment. sur le blanchiment. Sur le blanchiment, c'est des sommes qui sont astronomiques. Alors, il y a des réseaux qui traitent des milliards à eux seuls. Hein. Première incrimination, trafic de stupes, mais pas que. Vous avez trafic d'êtres humains, vous avez la contrefaçon, vous avez la fraude fiscale, la corruption, blanchiment de fonds, de la corruption, de détournement de fonds publics, etc. Sur le financement du terreau, ce n'est pas forcément des fonds illicites. C'est la destination qui est illicite.
pouvez très bien avoir des fonds totalement légitimes qui sont par contre utilisés à des fins illicites. Mais vous pouvez aussi avoir des fonds qui sont illicites, qui sont utilisés à des fins de financement du terrorisme. Et à votre avis, comment les acteurs humanitaires et les organisations non gouvernementales peuvent être impliqués dans ce financement du terrorisme? Parce que ça paraît un peu antinomique. On voit souvent les acteurs humanitaires qui sont là pour faire du bien et on se dit, bah, c'est quoi le lien avec le financement du terrorisme? Du coup, c'est soit parce que les humanitaires, ils donnent des fonds à des personnes qui peuvent être considérées comme terroristes, ou là, en plus, en ce moment, je crois qu'il y a un procès à Paris sur une association qui a pu blanchir de l'argent. Mais c'est ça, ou alors de l'argent qui est envoyé, qui est de l'argent pour une aide humanitaire qui est envoyée sur des zones où c'est détourné. Ouais, alors ça peut être du Ouais. détournement, totalement. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un en ligne qui le disait aussi. Euh, Tout à fait, Ah. qui disait envoyer des fonds à des associations ou des personnes qui sont suspectes ou détournement de l'aide. Ouais, exactement. Exactement. C'est exactement ça. Et dans les deux cas, vous voyez, quand on a parlé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, on a parlé de fonds. De fonds. Les fonds, ils transitent par qui? En grande majorité. Par les banques. Donc les banques, elles sont tenues responsables en priorité en cas d'opération, de blanchiment ou de financement du terrorisme, parce que tout passe chez elles. Sont censés passer chez elles. Ensuite, lorsque les contrôles fonctionnent bien, on a des systèmes parallèles, qui, bah voilà, on en parlera, qui sont de l'ordre bancaire. Mais dans les deux cas, financement du terreau ou blanchiment, ça passe par les banques en grande majorité des cas. Donc depuis les années 90, la première directive, 1991, les banques ont été assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Donc elles ont eu l'obligation de contrôler la provenance des fonds de leurs clients et la destination des fonds de leurs clients, surtout après les attentats du 11 septembre 2001, avec la troisième directive qui est venue renforcer encore plus le cadre LCBFT. Les banques ont cette responsabilité-là, à la fois de contrôler la provenance et la destination. En plus du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, vous avez aussi toute la problématique des sanctions internationales, qui sont très intimement liées à la LCBFT et qui impliquent aussi, naturellement, les institutions financières, parce qu'on va encore parler de fonds. Les fonds transitent par les banques, donc les banques ont une responsabilité en matière de contrôle. Les sanctions internationales, ça vous parle ou pas? Tout à l'heure, j'ai entendu, parce que j'ai les oreilles qui traînent, vous m'excuserez, mais vous avez cité plusieurs zones. J'ai cru entendre l'Iran, j'ai cru entendre la Palestine, j'ai cru entendre le Liban, si je dis pas de bêtises. C'est les trois pays que vous avez cités tout à l'heure en échangeant avec. Ouais, je suis très indiscret, vous m'excuserez. Donc les sanctions internationales, les pays en question que vous citez, surtout deux spécifiquement, ont l'objet de sanctions au niveau international. Donc oui, on a des exemptions humanitaires qui existent. J'oublie toujours, j'avoue, j'ai les notes. C'est laquelle, celle de l'ONU 82, mais 26. Leïla, si je dis une bêtise, elle va me taper sur les doigts. Je l'ai sous le coude, je l'ai sous le coude. 22,86. Vous avez une exemption humanitaire. 22,86. Voilà, et vous avez aussi, je crois, la 2642. Ouais, il y a aussi la 2642. Qui, sur les exemptions humanitaires, donc pour les associations, mais pas pour les banques. Aucune exemption pour les banques. Pardon, juste pour préciser, quand vous parlez de 2642, vous parlez Ouais. de... La résolution Voilà, du résolution Conseil des de Nations sécurité des Unies. Nations Unies sur les exemptions humanitaires. Merci. Et cette exemption, elle est pour les associations, elle n'est pas pour les banques. Les banques, elles sont exemptées d'absolument rien du tout. C'est-à-dire, quand bien même l'association dispose d'une exemption humanitaire, les banques, elles ont toujours l'obligation de vérifier bien que l'opération en question ne finance pas le terrorisme ou ne viole pas les sanctions internationales. Il y a différents types de sanctions. Il y a tout ce qui est embargo, Ouais. tout ça, mais là, on va peut-être plus axer sur la partie sanctions financières. Ouais. Donc, en gros, c'est l'interdiction de rapporter de l'argent Ouais. dans... Alors, les sanctions, c'est intéressant parce que selon les exemples que tu as donnés, Mustapha, les sanctions ne targetent pas les mêmes personnes ou les mêmes pays. Tout à fait. Tu as des sanctions qui visent des pays en particulier. Donc, c'est le cas de l'Iran. Mais tu as des sanctions qui visent certains individus ou des groupes. Par exemple, au Yémen, les Houthis Ouais. sont visés par des sanctions des États-Unis. Donc,
Et ces sanctions, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que c'est un outil juridique, mais c'est surtout, à mon sens, un outil politique. On reviendra peut-être sur la Bien notion sûr. d'exemption humanitaire. Tout à fait. Tout à fait. C'est important de lier les deux parce que c'est vrai qu'on parle d'LCBFT et on doit aussi rajouter les sanctions pour parler ensuite des restrictions qui peuvent exister au niveau des banques. Et tu as totalement raison. Donc, il y a la partie gel des avoirs, des sanctions ciblées contre des individus, des entités pour lesquelles on a l'interdiction de mettre à disposition des fonds et on doit bloquer et geler les actifs lorsqu'on les a en tant que client dans les banques. Et puis ensuite, il y a les sanctions géographiques, type embargo, donc mesures restrictives à l'import et à l'export. Et là, on a une distinction à opérer. C'est très souvent comme ça dans le secteur financier, quand bien même on est en France, entre ce qui est du régime européen, du régime US. On a beaucoup plus peur, enregistré, c'est pas grave, tout le monde le sait, on a beaucoup plus peur du gendarme US que du gendarme français. Je vais vous donner un exemple. 2014, BNP Paribas, plus grosse sanction jamais prononcée à l'encontre d'une institution financière sur des sujets d'embargo. Embargo US, pas embargo européen. BNP Paribas n'avait violé aucun embargo type européen. Vous savez combien est-ce que BNP Paribas a dû s'acquitter en termes d'amende auprès du DOJ? Dites-moi une somme, n'importe, loto. C'est plus. On est sur des milliards, non? On est sur des milliards. On est sur une dizaine de milliards, non? Un petit peu moins, 8 milliards 9. Vous voyez, donc une banque qui viole des embargos US, surtout quand on est sur des sanctions primaires. Si vous souhaitez des détails supplémentaires sur la partie sanctions US, je me ferai un plaisir de vous partager des éléments. J'avais formé aussi la Banque de France sur cette thématique. Donc même la Banque de France s'intéresse aux sanctions US. 8 milliards 9. Vous voyez, une banque, elle est là pour faire du profit. Donc elle se dit que si elle est exposée à des pays qui sont sous sanctions, si ses clients sont exposés à des pays sous sanctions, la moralité versus 8 milliards 9, en général, la balance, elle pèse un petit peu vers les 8 milliards 9. Elle veut éviter de payer de grosses amendes. Donc, elle va avoir un risque appetite qui est assez, assez peu fort. Et c'est d'ailleurs ce précédent qui a fait que après la dénonciation de l'accord du JCPOA, les banques sont parties, Exactement. elles avaient investi en Iran, elles sont toutes parties parce qu'elles avaient peur de se faire Exactement. Exactement. Et pas que les banques, hein. Tous les acteurs économiques, donc les Total, Auchan, Renault qui avait commencé à mettre un pied en Iran après le JCPOA, ont fait demi-tour lorsque Trump a réinstauré les sanctions à l'encontre de l'Iran. Parce que le risque juridique et le risque, j'allais dire, le risque financier, il est très significatif, en plus du risque d'être exclu des marchés américains, ce qui est synonyme, j'allais dire, d'une mort certaine pour un établissement financier. J'ai travaillé au Crédit Agricole pendant 30 ans et je suis intéressé par votre position sur l'amende de 64 millions de livres qu'a eu HSBC en 2021. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé Alors, HSBC, pour des contrôles déficients? ouais, alors HSBC, il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'amendes côté HSBC. Alors, vous aviez eu déjà 2021, mais c'est pas la seule. La plus grosse a été 2011, si je dis pas de bêtises, sur des faits qui remontent à 2006, sur des déficiences en matière de conformité. Il y en a eu sur des déficiences en matière d'embargo, tout comme Crédit Agricole, 600 millions sur les mêmes, d'ailleurs, les mêmes reproches qui ont été formulés à l'encontre de BNP. On est tous passés à la casserole. On passe tous, ouais, 600 millions, embargo, 2015 peut-être. Je vous l'enverrai si vous voulez. On est tous passés. Mon associé dans l'organisme de formation, c'est le Global Head AML Framework chez Crédit Agricole. On en a beaucoup parlé de. Quand même. Bien sûr. Oui, Un leader. un leader. Sur quoi? Sur ces questions-là. Alors, ça dépend. C'est-à-dire. Alors, HSBC. Ah non, non, il y a pas de polémique à engager. Je pense qu'il n'y a pas de polémique. Euh, Côté français, en tout cas, c'est-à-dire côté européen, ce qui était mon périmètre, 5 missions, 6 missions d'inspection, aucune amende. Jamais été condamné sur cette partie-là. Ensuite, sur d'autres thématiques, naturellement. C'est-à-dire, je ne vais pas faire la langue de bois, je suis plus chez HSBC, j'ai plus de contrat à rendre chez HSBC. Donc, bien sûr qu'il y a eu des failles, bien entendu. Mais c'est justement à cause de ces failles-là qu'on revoit notre risque appetite. Quand vous faites sanctionner de la part enfin, c'est pas vraiment des sanctions parce que c'est des deals de justice. Vous voyez, c'est le DOJ vous reproche quelque chose, vous signez, vous n'allez pas au pénal. Parce que si vous allez au pénal, vous perdez votre licence potentiellement. Et ça, on ne veut pas s'engager. C'est pareil pour BNP, hein. BNP, c'était un deal de justice, un Deferred Process Agreement. Pareil pour HSBC, Deferred Process Agreement. Pareil pour Crédit Agricole, Deferred Process Agreement. C'est l'extraterritorialité du droit US. Mais c'est justement parce qu'il y a eu des failles qui ont été observées, soit
au sein de nos établissements respectifs, soit au sein de ceux de nos concurrents, que vous allez revoir votre risk appetite. Quand HSBC se fait sanctionner sur des problématiques de violation d'embargo, quand BNP se fait sanctionner sur des problématiques de violation d'embargo, tous les établissements financiers qui ont un positionnement qui est assez similaire aux concurrents vont avoir une politique qui est beaucoup plus restrictive. Prenez 2014, avant 2014, vous aviez des établissements financiers qui traitaient avec l'Iran, qui traitaient avec le Soudan. Après 2014, on se rend compte que vous avez un grand acteur au sein de la place, qui est BNP, leader européen, qui se prend 8,9 milliards. Votre classification des risques pays dans votre dispositif LCBFT, elle est très vite revue. Pays interdit, Iran, pays interdit, Syrie, pays interdit, Cuba, pays interdit. Ce sont les pays sur lesquels BNP s'était fait prendre. Ensuite, est-ce que tout le monde est parfait? Est-ce que HSBC est parfait? Est-ce que BNP est parfait? Non, et c'est justement pour ça que j'ai du travail. Non, mais bien sûr. Bien sûr. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Bah, parce que BNP Paribas, c'est la banque qui a eu 8,9 milliards en matière de sanctions. Si vous m'aviez parlé du blanchiment, je vous aurais cité Goldman, je vous aurais cité HSBC, je vous aurais cité d'autres banques. On recontextualise. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas là pour faire du name and shame. BNP, je les forme très souvent, donc j'ai aucun problème avec eux. Mais voilà. Non, mais bien sûr. Il n'y a aucune banque, mais vraiment aucune, qui est parfaite en matière de conformité. Et je vais vous le dire clairement, c'est aussi pour ça que j'ai du travail. Si tout le monde était parfait, j'aurais pas passé 12 ans. Si HSBC était parfait, j'aurais pas passé 12 ans chez HSBC. Donc, c'est justement parce qu'il y a des sanctions, c'est justement parce qu'il y a des failles qui sont observées, qui sont rendues publiques, que les banques revoient leur risk appetite, leur appétit au risque, et se disent, si mon voisin il s'est fait taper dessus parce qu'il travaille avec l'Iran, le Soudan, et d'ailleurs, je reviens sur ce que vous dites, moi, je trouve la sanction contre BNP très lourde parce que BNP n'a violé aucun règlement européen. On n'était que sur l'extraterritorialité US, à 100%. Ah, y a pas de... C'est à 100%. Vous réalisez le statement of fact de la part du DOJ, vous lisez d'ailleurs même le cas en lui-même, BNP était conforme aux sanctions européennes. Ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis utilisent très souvent l'argument selon lequel, comme des dollars sont utilisés, Ouais. bah, en fait, ils peuvent rattacher ça à leur système Tout à fait. de sanctions. Et Alors, c'est pour ça que très souvent on se demande, mais oui, mais en fait, c'est une ONG française qui a des activités en Iran. Pourquoi est-ce qu'elle est targetée par les sanctions US? tout à fait. Vous avez l'utilisation du dollar. Alors, Notamment. le dollar, ça vous assujettit de facto aux sanctions primaires US. Parce que chaque opération en dollars transite par le système financier américain, donc par des banques américaines, donc par ramification, on va vous considérer comme étant exposé aux sanctions primaires. Mais ce qui fait le plus peur aux établissements, et d'ailleurs à tout le monde, sur l'extraterritorialité du droit US, c'est pas le dollar, c'est les sanctions secondaires, qui s'appliquent à tout le monde. Les sanctions secondaires s'appliquent à tout le monde. Que vous traitiez en euros, en dollars, si on a des sanctions secondaires sur des individus, sur des entités ou sur des pays, et que vous travaillez avec ces individus et ces pays-là, vous pouvez être exclu du marché américain. C'est de l'extraterritorialité pure. BNP Paribas a des gens qui étaient payés 150 000 $ par an pour Je ne connais pas leur salaire, mais peut-être. Ouais. pour faire des contrôles. Mhm. Donc, l'amende est trop lourde ou ils n'ont rien violé. C'est l'extraterritorialité du droit américain qui s'est appliquée. Ouais, C'est tout à le fait. fait d'avoir fait des transactions en dollars. Ouais. Et Et ça, donc, il ne faut pas dire que c'est trop lourd ou c'est injustifié, etc. C'est la alors, loi. Donc, il y avait des gens qui, au sein de BNP Paribas, devaient le savoir. Donc là, on ne dit voilà. pas le contraire. On ne dit pas le contraire. On n'a Voilà. pas dit le contraire. Non, mais vous Je avez dis- dit, bon, oui, c'est peut-être un peu. Bon, voilà. En Donc, fait, non, c'est le alors, droit, c'est tout. le Et- dollar, si je peux me permettre, ensuite on va enchaîner. Le dollar, c'est pas de l'extraterritorialité. Contrairement à ce qu'on peut penser, le dollar, c'est de l'assujettissement aux sanctions primaires. Elles ne sont pas extraterritoriales, les sanctions primaires. C'est les sanctions secondaires qui sont extraterritoriales au niveau des sanctions de l'OFAC. J'ai pas dit que c'était trop. Factuellement, c'est trop. 8,9 milliards, c'est beaucoup. Ce que je vous dis, c'est l'extraterritorialité, des sanctions US, elles vont loin. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Union européenne. On a un règlement de blocage sur le sujet. Bien sûr. Ah oui, mais ça, on est totalement d'accord. Dans le statement of fact, vous voyez pertinemment que les fonctions compliance, les fonctions conformité, avaient remonté le sujet en disant attention, il y a du stripping qui est fait sur les messages de paiement. Attention, une exposition aux sanctions de l'OFAC, ça peut vous coûter cher. Ça, il y a vraiment pas de sujet. Hein. Il n'y a pas de sujet là-dessus.
On est totalement d'accord. Est-ce que je peux peux juste- rebondir sur ça, justement parce que Olga parlait de cet outil comme étant un outil politique. J'aimerais bien aussi le prendre sous l'angle outil commercial et économique. Que si on revient sur BNP, et alors ça c'est mes souvenirs, et du coup je m'en réfère à tout Mustapha, sur il y avait non seulement l'amende, mais également dans l'accord le suivi qui était fait de la mise en compliance. Tout à fait. Et donc, avec je peux appeler ça un agent, mais c'est pas très diplomatique, un agent Monitorship, américain ouais, qui tout à fait. vérifiait justement l'état d'évolution de cette mise en compliance. Donc, Tout à au-delà fait. des outils politiques, on est aussi sur un outil assez commercial, Tout à d'ingérence fait. plus ou moins. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le monitorship. En fait, côté US, vous êtes surveillé pendant 5 ans. HSBC a été surveillé pendant 5 ans. J'ai eu la joie de les rencontrer, ce fameux monitorship. Et si vous faites quelque chose de travers, on peut engager ensuite des sanctions pénales sur cette thématique. Voilà. Sur les faits qui vous ont été reprochés, on peut engager des sanctions pénales qui peuvent ensuite aboutir à une exclusion du marché américain. Voilà. Alors, peut-être pour continuer éventuellement sur Ouais. le cours, on a juste une petite question. Est-ce qu'une entreprise, une banque peut-elle refuser de payer une amende de la loi extraterritoriale américaine? Voilà pour question. Sur le reste des questions qui sont plutôt sur des cas pratiques, je vous invite, en fait, on va les garder un petit peu pour après, histoire de pouvoir remettre à plat et la base pour les personnes qui peut-être ne savent pas, n'ont pas les fondamentaux par rapport à la lutte LCBFT. Alors, sur les sanctions extraterritoriales, encore une fois, faut arrêter de mélanger certaines choses. Le dollar, c'est pas l'extraterritorialité, c'est des sanctions primaires. Voilà, c'est un sujet moi, qui me passionne, les sanctions de l'OFAC. Quand vous êtes sur du dollar, BNP était assujetti aux sanctions primaires. Si on part sur les sanctions, par contre, secondaires, donc les sanctions qui sont extraterritoriales, l'extraterritorialité des sanctions US, c'est les sanctions secondaires, ce sont les sanctions secondaires qui s'appliquent en fait aux non-US personnes. Les sanctions primaires US personnes, BNP était considéré comme US personne par ramification au regard de l'utilisation du dollar. Les sanctions secondaires, elles s'appliquent à tout le monde. Il n'y a pas de sanctions pécuniaires lorsque vous êtes sanctionné au titre des sanctions secondaires. C'est-à-dire vous n'avez pas d'amende à payer, vous ne passez pas devant les tribunaux, vous ne passez pas devant le procureur, etc. Par contre, vous risquez gros. Si vous ne respectez pas les sanctions secondaires, vous êtes exclu du marché américain. Vous pouvez vous-même être listé SDN. SDN, Specially Designed National, c'est l'équivalent d'une personne qui est soumise à une mesure de gel. Donc, autant dire que si vous êtes listé SDN, il n'y a aucun partenaire financier qui va travailler avec vous, puisqu'on utilise ces mêmes listes dans nos dispositifs de criblage des bases, etc. Vous êtes interdit de souscrire à des prêts avec des établissements financiers américains. En fait, si on vous prend la main dans le sac, si on vous dit, l'OFAC vous prend la main dans le sac en disant vous n'avez pas respecté les sanctions secondaires américaines, c'est ce que vous risquez. La problématique aujourd'hui qu'avec les établissements, c'est que derrière, vous avez aussi le règlement de blocage européen, qui vous interdit de respecter les sanctions secondaires américaines. Et le gros risque pour les acteurs humanitaires sur ces sanctions secondaires, c'est évidemment le risque réputationnel. Bien sûr. C'est pour ça qu'on fait hyper attention à ces Exactement. sujets. Exactement. Et ça rejoint ensuite les problématiques qu'il y a au niveau du secteur financier. Si on travaille avec une association qui elle-même travaille avec des individus ou des pays qui sont sous sanctions secondaires ou qui sont sanctionnés de la part de l'OFAC, mais aussi encore pire du côté européen, on ne va pas travailler en fait avec l'association en question. Ouais. Et pour revenir sur ce que disait Mustapha tout à l'heure sur les sanctions applicables et les vérifications que font les établissements financiers vis-à-vis des activités en Iran, au Soudan, les acteurs humanitaires, en tout cas MSF, reçoivent régulièrement des demandes liées à des transferts ou même de manière plus générale, de manière aléatoire. On reçoit très souvent des demandes de la part des établissements financiers avec lesquels on travaille sur nos activités dans des pays sous sanctions. Est-ce qu'on en a? Si oui, dans lesquels? Et en fait, on commence maintenant à être un peu habitué à répondre à ce type de questionnaire. C'est assez lourd pour les équipes. Ça demande beaucoup de temps. Les départements juridiques, en général, les aident beaucoup. Mais ce qui est important à chaque fois, et ce qu'on répète toujours, c'est OK, ces obligations, cette compliance, c'est normal qu'ils la fassent. C'est tout à fait normal de la part des établissements financiers. À nous d'être le plus transparent possible, en fait. Donc, sur ce type de questionnaire, on répond oui, on a des activités en Iran, oui, on a des activités au Soudan, mais on a des exemptions humanitaires qui sont applicables. Et pour l'instant, on n'a pas eu de blocage.
Ouais, il y a des établissements financiers qui vont avoir un appétit au risque qui va être beaucoup plus élevé, on va dire, que d'autres établissements. Ouais. C'est-à-dire, ceux qui se sont fait sanctionner en général du côté US ont un appétit qui est assez faible, parce qu'on s'est fait taper dessus sur ces thématiques-là, sur ces embargos-là, donc on va faire en sorte d'en faire des pays interdits. Je le dis factuellement, côté HSBC, par exemple, hein, et pas que. Les pays qui sont soumis à des embargos totaux de la part des US, donc ce qu'on appelle comprehensive sanctions, donc l'Iran, la Syrie, fut un temps le Soudan, mais c'est plus le cas, la région de Crimée, la Corée du Nord et Cuba, sont des pays qui sont juste interdits. Donc, si vous avez un client qui, de manière totalement transparente, va vous dire oui, je travaille avec l'Iran. Totalement bien, c'est transparent, mais la banque ne va pas travailler avec vous. Vous en avez d'autres qui vont avoir une approche beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire, c'est en soi, si vous avez des licences, il y a des exemptions qui existent, même au niveau de l'OFAC, c'est permis. Mais vous en avez certaines banques donc, qui vont rentrer, j'allais dire, dans cet appétit au risque-là, mais d'autres, ça va être très net dans leur politique LCBFT et sanctions, ça va être des pays interdits. Donc c'est plutôt au niveau des institutions qui ont un appétit au risque où il va falloir jouer sur la communication. Donc leur démontrer bien qu'il n'y aura pas de mise à disposition directe ou indirecte de fonds qui violeraient des éléments de leur politique. Pour en revenir sur... donc on a vu les définitions, on a vu certaines questions qui étaient totalement légitimes, j'espère qu'on a pu y répondre. Il y a des exigences très fortes au niveau du secteur financier. Alors, en matière d'LCBFT, on a une obligation de mettre en place des dispositifs LCBFT, donc tous les assujettis, et pas que d'ailleurs le secteur financier. Vous prenez le L161.2 pardon, du Code monétaire financier, ça vous liste une cinquantaine de professions assujetties. Les premiers, naturellement, établissements de crédit, on a l'obligation de mettre en place certains éléments dans le dispositif LCBFT et sanctions de l'établissement, donc une politique LCBFT, un dispositif de surveillance des opérations, des procédures, et surtout une classification des risques. Vous allez classifier vos risques qui va définir donc votre risk appetite, votre appétit au risque. Et dans cette classification des risques, vous avez 5 axes, d'accord? Un axe client, un axe transactionnel, canaux de distribution. Les deux qui vont vraiment nous intéresser ici pour les secteurs associatifs, c'est l'axe client. Donc, vous avez des typologies de clients qui sont considérés factuellement comme étant à risque élevé. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est des publications et j'en citerai quelques-unes. Donc on a l'obligation de prendre en considération ces évaluations-là dans notre classification des risques et dans notre dispositif LCBFT, et l'axe géographique. Vous avez des listes officielles dont qu'on a l'obligation d'utiliser, de déployer dans notre dispositif. Si on prend la partie association, donc vous avez les associations, notamment lorsqu'elles sont exposées à certains pays, même celles qui ont une dominante humanitaire, et il y a des rapports où c'est marqué noir sur blanc, hein, qu'on doit prendre en considération, nous, en tant qu'assujettis LCBFT, qu'on doit classifier comme étant un risque élevé. Donc une association humanitaire qui est exposée à certains pays, donc à la Syrie, des pays où il y a des sanctions, en fait, ou qui sont listés par des instances internationales comme le GAFI. Donc le GAFI, c'est une instance internationale qui liste les pays qui ont des déficiences en matière de disposition nationale LCBFT. On doit les considérer comme étant un risque. Et si on les considère comme étant un risque, une association humanitaire qui est exposée à des pays sous sanctions ou en zone de conflit, par définition, c'est du risque élevé. On peut pas pallier ça, en fait, c'est comme ça. Ça vous demande des mesures de vigilance renforcées. C'est-à-dire on doit renforcer les contrôles sur ces types de clients-là. Donc à chaque fois qu'il y aura une transaction qui va être effectuée, à chaque fois qu'on va demander une justification d'une opération, ça va parfois prendre du temps et on va demander des documents qui ne sont pas forcément accessibles à l'instant T par l'association en question. Mais la problématique qu'on a, c'est que le Code monétaire financier tel qu'il est fait, c'est que si le client ne vous répond pas, ou si le client ne vous donne pas les éléments de confort sur l'opération, vous ouvrez ce qu'on appelle un examen renforcé, vous pouvez même déclarer ensuite l'opération aux autorités. Si le client refuse de vous donner les informations, vous avez non seulement l'obligation de déclarer l'opération, mais en plus de clôturer la relation d'affaires. Donc, ça prend du temps, il y a des contrôles à déployer, c'est lourd administrativement parlant. Ça ne veut pas dire naturellement que l'association finance le terreau, je ne pense pas. C'est juste qu'on a comme ça des rapports qui nous disent vous devez considérer cette typologie de client comme étant un risque élevé. Il y a un risque inhérent de financement du terreau, on pourra vous donner quelques exemples. Vous devez faire des contrôles et si vous ne réussissez pas à les faire, vous ne continuez pas votre relation d'affaires avec cette clientèle-là. Et ce qui est compliqué, nous, c'est que sans fonds,
pour les humanitaires, ben, on ne peut rien faire en fait. Donc, on n'est pas une exception dans ce monde. Et du coup, on est très souvent bloqué parce qu'on reçoit ce type de questionnaire ou ce type de demande. L'autre difficulté, c'est que bah, forcément, de manière générale, on est dans des zones de guerre, on est naturellement dans des zones sous sanctions, dans des zones où il y a des groupes rebelles ou des groupes qui sont targetés par les sanctions. Donc, ça peut être le cas du Hamas, avant même les événements de 2023. Médecins sans frontières étaient présents dans la bande de Gaza et du coup, il y avait comment gérer cette relation avec le Hamas, en fait, qui était le parti politique, qui est toujours le parti politique en place dans la bande de Gaza. Et donc, il y avait cette question, OK, mais quand ils nous demandent de payer des taxes, en fait, on ne peut pas payer des taxes au Hamas. Quand les Houthis nous demandent de payer des taxes, on ne peut pas payer des taxes au Hamas. Alors, pour les Houthis, c'est un peu différent. Je ne sais pas, peut-être revenir vite fait sur les sanctions qui ont été mises en place contre les Houthis à la suite de l'attaque qui a eu lieu dans le cadre du conflit actuel israélo-palestinien. Donc les Houthis avaient, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avaient bombardé un navire américain. Du coup, en réponse à ça, les États-Unis avaient mis en place des sanctions qui étaient déjà existantes, mais en tout cas, ils les avaient réappuyées. Et il y avait des exemptions dans ce système de sanctions, et les exemptions étaient notamment le fait de payer des taxes. Donc en général, on est plutôt protégé. Ce qui est difficile, c'est d'expliquer aux acteurs humanitaires qu'il faut être transparent malgré tout, il faut toujours être transparent, qu'il faut mettre en place un système de due diligence qui soit le plus complet possible, garder des traces de tout ce qu'on fait, signer des contrats, obtenir des copies, des pièces d'identité, des gens avec qui on traite. Il y a tout ce travail-là qu'on essaye de faire, en tout cas quand on travaille au sein du département juridique d'un acteur humanitaire. Je ne pense pas qu'MSF soit une exception à ce niveau-là. Et essayer de justifier, et c'est ce que je dis à chaque fois, parfois on me dit oui, mais on parle juste de 10 dollars. Non, mais 10 dollars ou 100 millions de dollars, c'est la même chose. L'important, c'est de justifier que chaque centime qu'on dépense, il est dépensé pour des raisons exclusivement humanitaires. Il faut être capable de démontrer ça à n'importe quel moment, en fait. Et c'est ce qui va rassurer le secteur financier, en fait. Le secteur financier, les opérationnels sont régis par des procédures. Il y a des procédures qui sont mises en place. On leur dit, attention, lorsque vous travaillez avec des associations qui sont exposées à des zones de conflit, c'est du risque plus, plus, plus. Donc, soit vous avez l'ensemble des éléments à vos dispositions qui vous confortent à 100% sur la destination des fonds, et là, dans ce cas-là, vous laissez passer, soit vous n'exécutez pas l'opération, voire même vous vous séparez de la relation d'affaires. Et ça, ce n'est pas une évaluation qui a été faite uniquement par les banques. Ce n'est pas une volonté des banques, hein. Encore une fois, on a cité des cas d'institutions financières qui ont été sanctionnées au titre de violation de sanctions. Donc il y a déjà la peur du gendarme, il y a aussi des sources réglementaires qu'on a l'obligation de prendre en considération dans l'évaluation de notre dispositif. Si on ne le fait pas, on se fait sanctionner aussi. Donc vous avez des rapports du GAFI, vous avez des rapports de TRACFIN, vous avez, vous saviez, toute la partie aussi no money, Forterror, là, qui avait été mise en place en France. Une des mesures, c'était une meilleure supervision des associations caritatives. Je crois que je dois l'avoir quelque part. Je vous le mentionnerai, sinon je vous le partagerai un petit peu plus tard. Voilà, je pense que c'est celle-ci. Accroître la traçabilité des fonds destinés aux organisations à but non lucratif et aux œuvres caritatives, parce que c'est du risque élevé d'un point de vue terrorisme. Nous, on a l'obligation de prendre ça en considération dans notre dispositif. Attention, donc organisme à but non lucratif, en plus exposé à des pays qui sont sous sanction, c'est du risque élevé. Donc vous allez avoir tout bêtement des banques qui vont dire c'est trop élevé, ça ne rapporte pas d'argent, on ne va pas bosser avec ce type de clientèle. Si on bosse avec ce type de clientèle-là, ça va être du risque plus plus, donc on va vraiment demander un maximum d'informations, un maximum de documentation pour nous conforter et pour montrer patte blanche en cas de contrôle. Surtout si on a déjà été sanctionné sur ces thématiques-là. Vous avez un excellent rapport aussi de l'Assemblée nationale qui avait été fait en 2019, qui reporte aussi toutes ces problématiques-là, donc entre le secteur financier et puis le secteur caritatif, le secteur associatif. On dit, ben voilà, pourquoi est-ce que les banques vont considérer les associations comme étant un risque élevé de financement terreau, surtout lorsqu'elles sont exposées à certains red flags comme la partie humanitaire dans des zones de conflit. Donc je te rejoins totalement, Olga. En fait, le but, c'est de comprendre un peu les contrôles qui existent au niveau du secteur financier pour pouvoir les anticiper. Si on les anticipe,
Si on sait déjà ce que la banque va nous demander en matière de documentation ou de confort, et que l'association est proactive en fournissant ces documents-là, pardon, bah, ça va déjà apaiser un petit peu les relations. J'ai beaucoup échangé avec le secteur associatif sur cette thématique, donc surtout un groupement d'associations qui est très fortement présent aussi dans des zones de conflit, et ils travaillaient justement sur la mise en place d'une sorte de formation au niveau des associations pour justement les aider à appréhender un petit peu les sujets compliance, parce que on sait pertinemment que les associations, elles ont autre chose à faire forcément, enfin, sauf les grandes, que de travailler sur du KYC ou sur du criblage ou ce genre de choses. Ouais, il n'y a pas Ouais, forcément les moyens, même les grandes. Parfois, on ne connaît pas forcément les outils qu'on pourrait utiliser pour nous conforter au niveau des associations, et pourtant, il y en a. Vous savez, si vous travaillez avec je sais pas, si vous avez des projets que vous voulez vous assurer bah, que je sais pas, votre partenaire sur place ou les membres du bureau de votre partenaire sur place ne fait pas l'objet de sanctions, on pense très souvent que vous avez que des solutions qui coûtent 3 000 euros par mois pour pouvoir y souscrire comme WorldCheck, etc. Vous pouvez la noter parce que c'est pas moi qui l'ai piratée, elle est totalement publique, c'est eux qui l'ont rendue publique. C'est Open Sanction. Open Sanction, vous regardez sur Open Sanction, c'est un peu comme WorldCheck, mais gratuitement, une consultation one-off. Donc vous regardez votre partenaire, est-ce que le partenaire il fait l'objet de sanctions? Si c'est le cas, bah, je ne travaille pas avec lui. Si ce n'est pas le cas, non seulement vous ne montrez pas de blanche au niveau bah, potentiellement des instances qui peuvent vous sanctionner, mais en plus, au niveau des banques, vous leur dites, bah, j'ai des process en place de contrôle que vous allez leur présenter au moment du KYC ou de l'entrée en relation, qui va conforter la banque au niveau de son appétit au risque qu'elle pourrait avoir à votre rencontre. Ou alors, si vous n'avez pas le choix, parce qu'il Hmm. peut arriver aussi qu'on soit dans des zones où il n'y a pas, quand on est acteur humanitaire, on peut ne pas avoir le choix, et c'est le cœur de métier de l'acteur humanitaire en question, bah, se trouver face à un dilemme et se dire, OK, alors est-ce que je sors de là et je laisse ces populations dans ces difficultés-là, et je ne fournis plus mon cœur de métier, je ne donne plus d'aide humanitaire, ou alors est-ce que j'accepte de prendre ce risque, je mets en place des mesures pour mitiger ces risques, j'essaye de regarder est-ce qu'il y a des sanctions, et est-ce qu'il y a des exemptions à ces sanctions, est-ce qu'il y a des licences, comment est-ce qu'on peut trouver une solution en fait, est-ce que je peux m'approvisionner autrement, est-ce que ça reviendrait au même de ne pas travailler dans cette zone ou ne pas travailler avec ces personnes et d'ouvrir un centre de santé dans la zone qui n'est pas targetée par les sanctions. Voilà, c'est des questions très opérationnelles qui du coup sont plus loin du juridique, euh, mais qui sont intéressantes aussi quand on est acteur humanitaire. Et, Oui. et alors, est-ce que de fait, ces considérations juridiques et pour conforter un petit peu, rassurer le secteur bancaire, est-ce que ça conditionne le fait que les associations, les associations plus connues et plus de possibilités d'action, j'ai envie de dire, parce que justement, elles sont dotées d'un service juridique qui leur permet d'encadrer, euh, par rapport à donc des associations humanitaires ou associations même non humanitaires qui sont moins connues, est-ce que de fait, elles sont plus facilement refusées par les banques et donc limitant leur possibilité d'action en soi? Du coup, est-ce que je peux compléter la question? Est-ce que pour les institutions financières, par exemple, c'est différent de... Est-ce que est-ce qu'elles mettent le risque de manière plus élevée selon certains critères, ou est-ce que de facto, quand on est un acteur humanitaire, le risque est le même? Est-ce que, par exemple, elles regardent le financement de l'acteur humanitaire, s'il est financé par des fonds publics ou pas, s'il est financé Tout à uniquement fait. s'il est soumis Ouais, aux conventions de Genève, au droit international tout à fait. humanitaire? Tout à fait. En fait, ça va dépendre des établissements financiers. Il y a certains établissements qui vont avoir une approche très restrictive, où à partir du moment où c'est une association, quelle qu'elle soit, ça va être du risque élevé. Une association humanitaire, en plus exposée à des pays à risque élevé, ça va être du risque élevé. Par contre, vous en allez avoir d'autres. On avait essayé de le mettre en place aussi côté HSBC avant que je quitte l'aventure. On va prendre par exemple les associations qui font appel à des dons publics, des subventions publiques. S'il y a des subventions publiques, c'est que ça répond déjà à des règles de transparence au niveau des fonds, l'utilisation des fonds, des dons et l'utilisation des fonds. Donc ça va rajouter du confort au niveau de la banque.
on va regarder surtout, et c'est un point qui est vraiment important, mais qui est assez discriminant ensuite en fonction des associations, c'est s'il y a un dispositif de compliance, de conformité au sein de l'association aussi. Les grandes associations, parfois, ont des relais, on va dire, conformité. Il y a des contrôles qui sont faits au niveau de l'utilisation des fonds. Il y a des criblages de sanctions qui sont faits, l'utilisation des dons, etc. On va aussi regarder s'il y a une transparence au niveau des états financiers. Est-ce que l'association publie des états financiers qui vous dit, bon, la proportion de dons privés, la forme de dons privés, le type de projets qui ont été financés sur une période, tout ça, ça va rajouter du confort. Et là, pour le coup, ça va pas faire passer la note de risque de votre client au risque faible, faut pas rêver, mais ça va donner du confort pour continuer la relation d'affaires avec cette association-là. Donc oui, on va pas du tout considérer de la même manière une association qui a un cadre compliance bien cadré, qui est connu, qui a pignon sur rue, pour laquelle il n'y a pas d'adverse média, donc de negative news dans la presse, qui cadre bien son dispositif de bon respect des sanctions internationales, qui communique bien avec la banque. C'est-à-dire quand la banque lui demande quelque chose, elle peut même être proactive, lui donner la documentation d'un projet à venir pour lesquels les fonds vont transiter par les comptes, ça va rajouter du confort. Vous voyez, donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a toujours des associations, et heureusement, qui ont des comptes en banque, mais c'est justement ces process-là qui vont conforter et qui vont rassurer l'établissement financier en question. Encore une fois, la banque, elle a le droit d'avoir son propre risk appetite. Vous allez avoir des banques qui vont dire clairement, association humanitaire exposée à des pays sous sanctions, non. Voilà. Parce que suite à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la 2642, il y a eu beaucoup d'émoi, et à juste titre, au sein de la place et du secteur associatif, de se dire, ben, il y a des exemptions humanitaires qui maintenant sont permises, ben, pourquoi le secteur financier ne réagit pas? Et il y a eu une étude, une analyse qui a été faite par la CNCDH, un rapport d'ailleurs qui est rendu public, on vous l'enverra si vous le souhaitez, auquel j'avais participé avec le directeur de la Fédération bancaire française, bah, pour leur expliquer pourquoi en fait nous, ça ne changeait pas grand-chose pour nous, cette exemption humanitaire. Puisqu'aujourd'hui, dans le Code monétaire et financier, les banques ne disposent d'aucune exemption possible, quelle que soit l'association, même si cette association elle-même dispose d'exemption humanitaire. Alors qu'on aurait pu le rajouter dans le Code monétaire et financier, éventuellement dans des mesures de vigilance simplifiées. Par exemple, bah, si l'association en question dispose d'exemptions humanitaires, les fonds qui seront à destination du pays en question sous sanction, bien entendu, en gardant à l'esprit que les fonds sont toujours liés à cette exemption humanitaire, ne font pas l'objet de contrôles spécifiques, parce que ça a déjà fait l'objet d'une validation. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs propositions et recommandations qui ont été formulées par le rapport de la CNCDH, qui n'ont pas encore donné suite. J'espère que certaines donneront suite. Mais à ce stade, l'appétit des banques demeure un peu le même. On reste calé sur la réglementation. Ce qui compte pour nous, c'est la réglementation, la jurisprudence de la CPR, les lignes directrices, les rapports de Tracfin, et on n'a pas de marge de manœuvre, en fait, aujourd'hui, à ce stade, pour dire, bah, on ne regarde pas. La vigilance allégée n'existe pas pour le secteur associatif. Ça existe pour sur d'autres typologies de clients, donc les sociétés cotées, les établissements financiers régulés, etc. Par contre, on n'a pas cette exemption qui existe aujourd'hui de vigilance simplifiée pour les associations, même si elles répondent à certains critères, encore une fois, de transparence et de confort, comme ce qu'on vient de voir. Ça pourrait être jouable. Il faut dire, des échanges qui aboutissent réellement, c'est pas impossible à mettre en place, mais c'est ce sur quoi il faudra jouer. Pour les banques, on ne peut pas jouer en dehors de la loi. Sinon, ben, on se fait taper dessus. Et alors, juste avant de vous donner le micro, Miguel, on a une question qui s'interroge en tant que, donc justement, en tant que particulier, quand on veut faire des dons à des associations, est-ce que il faudrait, compte tenu des informations que vous donnez par rapport au confort, en tout cas, voilà, rassurer, conforter les banques par rapport à l'association, est-ce que de fait, mieux vaut-il prioriser les dons aux associations humanitaires dites connues, hein, on va penser à Amnesty, on va penser à MSF ou autres, plutôt qu'à des petites associations non connues. Mais bon, je suis Non, certaine qu'on puisse parler de préférence. ouais, Parce que exactement. Enfin, toute association a son rôle à jouer. Il n'y a aucune discrimination là-dessus. Ensuite, enfin non, je ne vais pas dire faut s'orienter vers une association ou une autre. Heureusement que les associations existent, surtout dans la période qu'on connaît aujourd'hui. Qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment avoir à l'esprit ce que la banque va regarder.
Donc, il faut vraiment pouvoir donner un minimum de transparence, encore une fois, aux opérations qui transitent par les comptes de l'association. Parce que ce soit une grande, que ce soit une petite, les questions demeureront un peu les mêmes si la banque ne se satisfait pas de ce qu'elle a à sa disposition. Ouais, donc, il faut avoir le... C'est beaucoup plus compliqué ensuite, et ça, c'est de travailler dessus. C'est beaucoup plus compliqué pour les petites associations d'avoir des équipes dédiées conformité, d'avoir cette sensibilisation au sujet de conformité que de grandes associations, elles peuvent avoir de leur côté. Donc, Ce qui peut, dans une certaine manière, peut-être rassurer la personne qui posait Ouais. la question, à savoir que si la banque continue à être en relation d'affaires avec l'association, c'est que les diligences ont été Exactement. menées et pour la destination et pour l'origine des fonds. Exactement. Et donc, que si l'association a un compte en banque, c'est que ça donne Exactement. quelque d'assurance en tant que particulier. Ce qui est Exactement. compliqué, mais c'est le cas pour tout et partout, c'est que il y a un mauvais exemple d'une association qui a détourné des fonds pour financer le terrorisme, et puis du coup, on a tout le secteur humanitaire qui en pâtit, et toutes les associations qui se retrouvent un petit peu en prise de défiance. Donc ça, c'est toujours un peu difficile à gérer, et c'est pour ça que je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Ah oui, il y a une association française en ce moment qui a un procès en cours. Oui, du coup, ça impacte forcément l'image du milieu associatif, l'image du milieu humanitaire. La grande majorité des associations, quand même, ne financent pas les Bien sûr, terroristes, c'est très ponctuel, et font mais ça bien sûr. de manière totalement Tout à fait, tout à fait. Et parfois, il y a de la désintéressée. surconformité, on va se le dire clairement. Parfois, il y a de la surconformité. Je relisais dans les chiffres du rapport de l'Assemblée nationale dont je faisais référence, où il y avait 25 associations actives en Syrie et basées en France qui avaient été interrogées. Il disait que 60% du total de ces associations, l'enquête menée a fait ressortir que les associations interrogées, de taille et d'effectifs variables, donc il y avait du grand, il y avait du moins grand, 72% d'entre elles avaient subi des rejets de virement, 45% d'entre elles des clôtures de comptes bancaires et 30% d'entre elles des refus d'ouverture de compte. C'est du risque appetite. Parce que parfois, c'est du zèle. Là, je regardais, c'était pour une autre association, donc en fait, qui devait payer ses salariés, tout simplement. On était vraiment sur des paiements de salaire. Pendant 4 mois, on leur a bloqué leurs opérations. On a demandé les pièces d'identité des 2000 salariés pour s'assurer que ces salariés-là ne faisaient pas l'objet de mesures de gel. Si l'association a la capacité de le faire elle-même, c'est-à-dire de vérifier que ces salariés n'apparaissent pas dans les listes de gel, qu'elle fournit la preuve à la banque ne bloque pas. Et si vous lui démontrez que vous avez bien fait le contrôle sur Open Sanction des 2000 personnes, Sauf que faire ce contrôle-là prend du temps. Et que du coup, en attendant, on a des C'est ça. salariés sur C'est des ça. hôpitaux qui sont en grève. c'est ça. Du coup, on a toutes les actions humanitaires qui s'arrêtent, et on nous appelle, nous, en panique, en disant qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Et c'est malheureux parce que l'association en question, pour le coup, ensuite, elle a été liquidée. Enfin, elle a dû fermer. Parce que retard, parce que beaucoup de contrôle, parce que parfois surconformité, on va se le dire clairement. Encore une fois, quand vous prenez 1,9 milliard d'amende ou 8 milliards ou autre, parfois, surtout sur une certaine période, vous allez avoir de la surconformité parce qu'en plus, vous êtes sous surveillance pendant 5 ans et si vous en faites un travers, on vous tombe dessus, quoi. Ouais. Ouais. Alors moi, je voulais poser une petite question sur les sociétés, les banques qui possèdent des comptes d'association. Il y a Ouais. une banque qui est spécialisée, qui s'appelle le Crédit Coop, par exemple, Ouais. qui a beaucoup d'associations. Tout à fait. Bon, ils vendent ça. Oui, Ils se présentent comme la banque des associations. Bon, voilà. tout à fait. Et moi, je connais, il y a eu des cas où il y a des associations, une association que je connais particulièrement, qui aide la Palestine, où il y a Ouais. un problème quand même. Et il s'agit de recevoir des dons. L'association reçoit des dons en disant, voilà, les gens donnent 50 € pour... voilà. Et l'association en question, par sa banque, dit, on va financer un projet précis. On va financer une école, construire une école. Peut-être qu'on puisse actuellement refinancer, enfin, construire une école en Palestine, mais c'est un autre sujet. Ou un puits, ou etc. Ou quelque chose, ou une association d'alphabétisation. Bref, Bien sûr. une association Précis, connue avec un projet qui précis. existe, etc. Et de temps en temps, ça passe, de temps en temps, ça passe pas. C'est-à-dire que normalement, moi, en tant que banquier, j'avais une liste de pays avec des notes. J'avais des pays notés. Tout à fait, ouais. J'avais des pays, Cuba. Oui, tout à fait. Et pourquoi il y a des banques qui acceptent de dire, bah oui, je vais faire un virement à votre association machin en Palestine, ok, j'envoie 500 € ou 2000 €. Ouais. Et pourquoi il y en a d'autres qui disent non,
non, non, Palestine, vous allez financer le Hamas, en gros. Enfin, Mm. ils ne disent pas ça comme ça, mais bon. Sachant qu'une banque, on est d'accord, n'est pas obligée de motiver son refus, ou pas. Tout à fait, pour le moment. Hein. Il n'y a pas besoin de dire non, je ne sais pas faire. Et il y a eu aussi des banques, une association qui s'appelle l'Association France-Palestine Solidarité, il y a 15 ans, elle a vu ses comptes fermés, sans raison, parce que Palestine. Bon. Donc, c'est ça que, là, depuis tout à l'heure, vous nous expliquez que les banques ont des tonnes des bibles dans des Bien bibliothèques, des sûr. machins, etc. Ce qu'il faut faire, pas faire. Mais en fait, concrètement, dans des cas concrets, précis, à un moment donné, il y a des banques, excusez-moi, qui, à un moment donné, soit connaissent pas leur métier, soit Non, font passer des choses qui n'ont pas lieu d'être dans leur comportement. Et du coup, il y a des associations qui, aujourd'hui, disent non, on voudrait aider la Palestine, mais ça peut être autre chose, ça pourrait être bien sûr, bien le sûr. Canada ou l'Afrique, hein, Bien sûr, bien sûr. et qui ne le peuvent pas parce que la banque dit non, je ne sais pas, il faut que je demande à mon chef, le chef il est pas. Ouais, en fait, non, mais votre question, elle est totalement légitime. D'ailleurs, j'avais échangé sur cette thématique avec mon contact qui gère ces petites formations pour le secteur associatif. Vous avez des banques pour lesquelles le secteur associatif, même exposé à des pays sous sanction, reste dans leur appétit. Vous en avez d'autres, c'est blanc ou noir. C'est des pays qui sont interdits, des zones qui sont interdites. Dans la classification des risques, que vous parliez de la classification des risques pays, tous les établissements ont l'obligation d'avoir la classification à laquelle vous faisiez référence. Vous savez, donc le pays, il est rouge, ou il est vert, ou il est orange, mais il peut être noir aussi. C'est-à-dire ça va être un pays noir. À partir du moment où c'est un pays noir, donc c'est un pays qui est blacklisté par la banque, tout bêtement, voilà, c'est malheureux, hein, mais c'est comme ça, il n'y a même pas d'analyse, c'est interdit. Vous en avez d'autres qui ont un appétit beaucoup plus. Enfin, vous m'avez parlé du crédit coopératif. Il y en a d'autres. Je crois que même le crédit agricole, d'ailleurs, a un appétit qui est un petit peu plus souple. Mais vous en avez d'autres, HSBC ou d'autres, hein, pour lesquels, ou la Société Générale, pour lesquels, voilà. En fait, parce que l'établissement a le choix, donc c'est pas une obligation réglementaire, a le choix de définir son propre appétit au risque. Il y en a qui vont dire, je peux travailler avec ce pays-là, mais sous certaines conditions. Par exemple, la construction de puits, on peut le faire, mais vous allez me donner toute la documentation qui va venir expliquer et corroborer le projet auquel vous faites référence et que vous êtes censé financer. Il y en a d'autres, que ce soit un puits, que ce soit ce que vous voulez, à partir du moment où il s'est exposé à un pays ou une zone qui est interdite, ça ne fait pas. Ça dépend. Non, j'en fais pas partie parce que je n'ai pas les moyens, mais j'ai entendu le. Ça s'appelle le Rotary Club. Je ne suis pas des gauchistes. C'est pas des islamistes, hein. Rotary Club, ils ont des activités associatives, vous le savez. Hein. Ouais. Un puits, concrètement, dans un pays africain, ils n'ont pas pu le faire. C'est pareil, parce que certainement le pays en question. Ils Ouais. sont clean, hein. Ah oui, bien sûr. C'est même pas une question de l'association elle-même. En fait, c'est pas un sujet sur l'association elle-même. C'est même pas un sujet sur le projet, c'est un sujet sur le pays, Sur la destination des sur fonds. la destination. Mais pourquoi la liste, elle n'est pas la même pour toutes les banques? Parce que chacun définit son propre appétit. Vous avez dans les banques certaines listes réglementaires qui s'appliquent, donc ça va être du pays à risque élevé, donc les pays qui sont listés par le GAFI, qui sont sous embargo. Et ensuite, voilà, exactement. Par contre, l'établissement définit son propre appétit au risque. Question complémentaire, on parle d'une reconnaissance par la France de la Palestine. J'ai entendu parler que la France allait reconnaître la À Palestine. l'instant, ouais. Là, Ouais. peut-être au mois de juin. Bon. Mm. Est-ce que, alors là, juridiquement parlant, là, on bascule un peu dans le droit public, excusez-moi, hein, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Palestine va être un pays? Et est-ce que ça va changer des choses au niveau des transferts de fonds et des choses, le fait que la France soit là reconnue, la banque va dire ah bah oui, la France reconnaît la Palestine, je suis une banque française, donc je peux envoyer des fonds, ou ça va absolument rien changer? Ça va rien changer. Par exemple, vous avez Non, vas-y. voilà. Moi, je parle pour le secteur financier. Ensuite, je suis bien moins compétent sur la partie droit. Sur le secteur financier, ça va pas changer grand-chose à mon sens. C'est-à-dire, c'est comme dans la Syrie aujourd'hui, c'est un pays qui est interdit. À partir du moment où c'est une zone de conflit, où il y a du risque, il y a certains établissements qui, encore une fois, auront de l'appétit au risque, d'autres qui n'en auront pas. Chacun définit son propre appétit au risque. J'imagine que ça va dépendre aussi de... parce que c'est une chose de reconnaître la Palestine, mais après, il va falloir déterminer qui gouverne la Palestine. Et donc, Tout à fait. après, la question, la question sur la bande de Gaza en particulier, c'est surtout le Hamas qui est targeté. C'est pas tellement la Palestine en tant que telle, puisque l'autorité palestinienne, qui est l'autorité reconnue, est
en tout cas, on est autorisé à avoir des relations avec l'autorité palestinienne. C'est vraiment le Hamas qui est ciblé. Alors, pardon, Miguel, parce qu'il va falloir qu'on enchaîne. Et alors, peut-être juste pour préciser que quand on parle des listes et donc des personnes qui sont prises, c'est pas, on parle, enfin voilà, il y a des associations, mais également les personnes qui sont d'une telle nationalité, ressortissantes Oui. des pays Ah oui, bien qui sûr. sont également. Donc, il n'y a pas que des associations. Ça peut être des personnes Ah non, bien physiques. sûr, c'est absolument tout. Les entreprises, Ouais. les associations, les personnes physiques, ce que vous voulez. À partir du moment, on reste encore une fois sur le critère géographique. Quel que soit le client et la forme du client, ça change pas. Et de plus en plus d'acteurs humanitaires font ce qu'on appelle du screening, donc c'est-à-dire qu'ils utilisent ces outils avant de contracter avec quelqu'un, donc que ce soit un prestataire de service, du personnel. De plus en plus, les acteurs humanitaires ont ces logiciels qui permettent de voir en rentrant le nom et les données identitaires d'une personne si elle est listée sur une liste de sanctions ou pas. Ouais. Bon, alors donc peut-être qu'on peut parce que donc on avait une question qui est plutôt de savoir est-ce que vous pourriez resituer plus globalement l'enjeu du blanchiment, financement du terrorisme pour les pays de la région du Méditerranée, Moyen-Orient, savoir donc impact sur le développement, enjeu politique pour qu'on voit un petit peu l'échec globalisant plutôt que les cas concrets qu'on a pu citer, puisqu'on reparlera potentiellement de la Syrie, vous l'avez nommé tout à l'heure, on a également une autre question là-dessus. Et donc est-ce que c'est possible de resituer encore une fois les enjeux plus globaux de la lutte contre le blanchiment et l'impact concret que ça vous pose vous, sur le terrain. L'enjeu global, en fait, il est de ne pas faire monter les terroristes oui, on a donné des exemples concrets, mais en fait, oui, il me semble que l'enjeu global, c'est d'éviter que l'argent soit réinvesti dans des pays et soit blanchi, alors même que je sais pas, en fait, moi, à chaque fois, j'ai des exemples en tête parce que ce que j'ai, c'est très pratique, Oui. mais En fait, l'idée, c'est de ne pas financer le terrorisme, c'est l'enjeu global, en fait. Peut-être que j'ai mal compris la question. Non, 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 je pense que c'est vrai qu'on peut extrapoler les cas particuliers qu'on a présentés à une règle générale. C'est que vous avez certaines publications, donc encore une fois, qui sont utilisées par le secteur financier dans le cadre de leur dispositif, qui démontrent que dans certains cas, des associations humanitaires sont exposées directement ou indirectement à des zones de conflit, ou dans ces zones de conflit-là, donc qui ont des gros besoins humanitaires, vous avez aussi des groupements terroristes qui peuvent accéder directement ou indirectement au fond de l'association en question. Je pense pas que l'enjeu, ce soit de bloquer l'aide humanitaire. Exactement. En tout cas, l'enjeu premier, c'est pas ça. La conséquence, c'est quand même un petit peu que ça rend l'aide humanitaire difficile. Tout à fait. Mais je pense pas que l'enjeu premier, ce soit de bloquer l'aide humanitaire dans ces pays-là. Tout à fait. Parce que, encore une fois, des associations humanitaires exposées à des pays qui sont en zone de conflit, donc sensibles au financement du terrorisme et au terrorisme lui-même, on en a eu certains exemples. Des exemples ensuite qui ont fait l'objet d'extrapolation dans la réglementation, dans des publications que les établissements financiers doivent utiliser dans le cadre de leur dispositif de leur évaluation des risques, qui poussent ces mêmes établissements à considérer cette typologie de clientèle exposée à cette typologie de pays comme étant des clients à risque élevé. Donc faire beaucoup de contrôles, s'assurer que les fonds qui sont utilisés par l'association ne financent pas le terrorisme. Encore une fois, c'est un risque. C'est du risque inhérent. Loin de là l'idée de dire que toutes les associations financent le terrorisme. C'est quelques cas qui ont fait ensuite, qui ont été extrapolés dans la réglementation pour nous assurer que, voilà, pour s'assurer que les dispositifs sont bien mis en place au niveau des établissements financiers en question. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en fait, le blanchiment, c'est pas trop un sujet, d'accord? Il y a des risques. C'est plutôt au niveau du financement du terreau, parce que, encore une fois, associations humanitaires, détournement des fonds, dans des pays qui sont soumis à des embargos au niveau international et qui peuvent être utilisés pour financer des groupements terroristes. Et tu as donné quelques exemples tout à l'heure potentiels. Et alors, comment ça se passe pour pour les levées de fonds nationales, où on a typiquement donc des organisations, des grosses entreprises qui sont techniquement, bon, voilà, qui ont patte blanche quand elles lèvent des fonds pour des associations humanitaires avec une transmission de ces fonds-là. Comment ça se passe
en termes d'origine des fonds, en termes de destination des fonds, sur le cas concret de ces levées de fonds particulières. Alors au niveau bancaire, au niveau financier, c'est pour moi la question, elle s'adresse. Peut-être les deux. Bah, au niveau du diligence, c'est pareil. À partir du moment où il y a des fonds qui vont transiter par les comptes du client, que ce soit une association, que ce soit une entreprise, que ce soit une personne physique, on devra avoir un confort là-dessus. C'est une obligation. On a l'obligation réglementaire de contrôler l'origine des fonds et la destination des fonds. Donc si les fonds vont vers une association, il y aura aussi des contrôles qui vont être faits sur l'association en question et éventuellement aussi sur le projet final qui va être financé par l'association en question. Ensuite, cette association, elle est censée aussi avoir un compte bancaire. Elle n'est pas cliente directement de l'établissement qui gère la partie corporate, on va dire. Donc, c'est plutôt au niveau des contrôles de l'établissement qui a en client l'association que les contrôles seront encore plus poussés, j'allais dire. En général, côté acteur humanitaire, c'est très difficile de faire des levées de fonds et de se dire que les fonds qui ont été levés vont servir exclusivement à un projet. En général, c'est un espèce de pot commun où on récolte des fonds et où par exemple on se rend compte que là on a besoin de plus de fonds, donc on fait un appel et on essaye de lever des fonds qui vont nous servir pour un projet en particulier. Mais c'est très difficile de se dire que là on lève des fonds et que là ils sont dans un pot spécial qui va servir à un projet en particulier. En tout cas, l'exemple que j'ai, c'est celui d'MSF et c'est difficilement faisable comme ça. Et après, très souvent, les acteurs humanitaires, ils n'ont pas le droit de lever des fonds dans les pays d'intervention. Je ne sais pas si ça faisait partie de la question, mais... Ok. Et alors, on a une question. Est-ce que vous avez des exemples concrets à Gaza, typiquement, de détournement de fonds trouvés pour du terrorisme? Quelqu'un suggère humanitaire. Est-ce que voilà, vous avez des éléments à ce sujet-là ou est-ce qu'on passe à l'autre question qui était sur la Syrie et notamment vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure? Je crois que j'ai en tête, mais Leïla, n'hésite pas à me reprendre si ma mémoire me fait défaut. Mais l'UNRWA, donc, qui est l'Organisation des Nations Unies qui est en charge des réfugiés palestiniens, s'est vu à un moment accusé d'avoir utilisé des fonds à mauvais escient. Et alors, je me souviens plus exactement, mais je crois que c'était que les fonds avaient été détournés et que le Hamas en avait bénéficié, il me semble. Leïla, est-ce que tu me confirmes? Bon. En tout cas, j'ai cet exemple en tête, mais je peux Il y a vérifier. quelques exemples aussi dans les rapports typologiques de Tracfin. Donc, si vous prenez par exemple le rapport 2016-2017 de Tracfin, c'est le cas 22, soutien logistique et financier à Daesh sous couvert d'aide humanitaire. Bon, là, pour le coup, c'était certes une association, mais c'était par l'intermédiaire du cagnotte en ligne. Et c'est justement ces rapports d'activité de Tracfin-là qui sont extrapolés ensuite dans les classifications des risques des établissements, dire bah, attention, quand c'est cagnotte en ligne, ça peut être à risque élevé. Quand c'est une association qui est exposée à des pays à risque, c'est du risque élevé. Et donc si vous avez, si vous voulez des exemples, moi je pourrais vous en donner, mais regardez sur le rapport typologique Tracfin 2016-2017 et c'est le cas 22. Donc une association F, présidée par Monsieur X, a pour objet l'aide humanitaire et l'aide au développement dans des pays en voie de développement. Monsieur X et les membres de son bureau, issus d'un État slave, sont soupçonnés d'adhérer aux idées d'un mouvement salafiste favorable au rétablissement du califat. Sous couvert d'aide humanitaire, l'association F soutiendrait financièrement et matériellement Daesh au Levant. L'association F procède à une récolte de fonds par l'intermédiaire d'une cagnotte en ligne associée à un compte ouvert dans l'État d'origine de Monsieur X, qui est en France en fait. Et les fonds récoltés proviennent de ce pays et sont intégralement retirés en espèces. Et vous avez plusieurs cas typologiques comme ça, ensuite qui peuvent être extrapolés et se dire, ben, attention, certes c'est un cas, mais vu que c'est dans le rapport typologique de Tracfin, chaque année vous cite une dizaine de cas ou une vingtaine de cas typologiques qui doivent être ensuite intégrés dans la classification et dans les modèles de surveillance des opérations des établissements. Et puis il y en a quelques-uns, heureusement que ce n'est pas la totalité, hein, bien sûr, hein, vous savez, quand on a des clients en tant que banque ou en tant qu'entreprise, on a d'autres problématiques qui sont plus axées blanchiment, mais chaque typologie de client a ses propres risques inhérents. Oui, Et- c'est ça, exactement. Je viens de voir un commentaire. Oui, voilà, c'est ça, le commentaire de Lucas qui nous dit l'UNRWA était aussi soupçonné d'employer des personnes plus ou moins Ouais. proches du Hamas. Point d'interrogation. On a une autre question à savoir comment garantir la neutralité des fonds humanitaires et éviter leur instrumentalisation politique. Donc on pense notamment à la Syrie où des fonds de l'ONU auraient été utilisés par une ONG de la femme de Bachar el-Assad.
Est-ce que vous pouvez juste relire le début de la question, s'il vous plaît? Comment garantir la neutralité des fonds humanitaires et éviter leur instrumentalisation politique, avec notamment cet exemple de la Syrie, où des fonds de l'ONU auraient été utilisés par une ONG de la femme de Bachar el-Assad? Bah alors, c'est très compliqué. Il faut avoir la chance de pouvoir être complètement indépendant sur la provenance de ces fonds. Ce qui est compliqué, c'est que certaines associations, elles vivent de ces fonds Ouais. institutionnels. Et donc, c'est très compliqué ensuite de se dire complètement neutre et impartial. J'ai eu la chance de travailler chez Médecins sans frontières et nous, on peut se permettre de refuser l'aide humanitaire de certains États, de certaines institutions, parce qu'en fait, on a suffisamment de fonds qui proviennent à 99% d'individus et qui sont des fonds privés, en fait. Donc, je vous donne un exemple. Il y a eu un moment où, dans le cadre des discussions sur la migration, l'Union européenne a pris une position qui allait à l'encontre des positionnements de MSF sur les migrants qui arrivaient par la mer Méditerranée. Et nous, on a pu se permettre de refuser les fonds de l'Union européenne pour nos activités. Du coup, c'est très compliqué. Et c'est vrai que quand on reçoit des fonds énormes de la part d'un gouvernement ou d'institutions publiques, c'est très compliqué de se dire neutre, en fait, parce que forcément, il y a un jeu de pouvoir entre l'entité qui donne l'argent et qui nourrit et celle qui le reçoit, quoi. Donc oui, c'est une bonne question et c'est compliqué d'y répondre. Merci. Je vais peut-être, avant de faire passer le micro dans la salle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On a une question donc, sur la Syrie, donc sur la situation en Syrie actuellement, les sanctions, sur la levée des sanctions à date et les contraintes résiduelles et leurs effets pratiques à ce jour, donc de la potentielle levée des sanctions, ce qui n'est pas encore garanti, hein, parce que finalement, c'est ce que Leïla nous expliquait dernièrement. Non, c'est ce que, à l'occasion de l'atelier Syrie, Manon Murtanous et Agnès Levallois, pour les personnes qui ont été inscrites, ont pu voir que les sanctions n'étaient pas encore levées et que ça posait toute question de reconstruction du pays. Si vous avez des éléments sur ça, sur les effets pratiques par rapport à la Syrie. Bah, niveau secteur financier, encore une fois, c'est assez. Il n'y a pas d'interprétation en fait sous-jacente. Si le pays n'est plus sous sanction, bah, les restrictions elles seront levées aussi au niveau du risque appetite de l'établissement. On a vu ça avec la Birmanie, avec le Soudan, lorsqu'ils étaient sous sanction et que les sanctions ont été levées. Ces pays-là sont rentrés à nouveau dans le risque appetite des établissements. Il y avait moins de restrictions au niveau du transit des fonds et de l'exécution des opérations des clients. Donc c'est assez, en tout cas pour les banques, c'est assez straightforward, hein. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les sanctions, c'est vraiment un outil politique. Parce qu'en fait, à partir du moment où le nouveau gouvernement syrien est arrivé en place, il y a eu ce soutien, entre guillemets, de l'Occident. Et du coup, les acteurs humanitaires ont eu beaucoup plus de facilité à renégocier leur espace humanitaire, en fait. Ne serait-ce, alors sans forcément que ce soit d'ores et déjà finalisé, mais en tout cas, il y a eu déjà des possibilités de discussion, de revoir comment est-ce qu'on pouvait apporter de l'aide en Syrie, quels seraient les besoins, des discussions avec les ministères. Donc c'est sûr que sur l'aspect, je dirais que l'impact, il est surtout sur l'aspect politique pour l'instant. Même si ça lance un débat, c'est pas grave, c'est important. Non, mais vraiment, pas de questions, pas de remarques, c'est important. Et donc, pour rebondir sur la question de la Syrie, savez-vous quelle est la situation actuelle? La possibilité de relance de l'activité économique semble être un enjeu majeur pour le pays. Or, elle dépend de ces sanctions selon la compréhension donc, de Cynthia qui pose la question. Alors sur la Syrie, je ne suis malheureusement pas économiste, donc j'avoue que c'est compliqué. J'ai un peu la même lecture qui est de dire que c'est difficile de relancer un pays sans relancer son économie, et c'est sûr qu'il y a un moment où ces sanctions elles vont poser problème pour que le pays puisse retrouver un petit peu sa place dans le système mondial, quoi. Mais j'ai pas plus d'informations à ce stade. C'est tellement récent en même temps.
Merci. Mais c'est vrai que c'était l'atelier qui a eu lieu il y a 2 semaines avec Agnès Levallois et Manon Lortanou, où c'était encore une fois, hein, ce sont des pistes de réflexion, mais on n'a pas d'éléments concrets à part attendre et voir. C'est Ouais. en tant que chercheur ou acteur J'imagine du terrain. qu'après, au niveau, ça doit se discuter quelque part, mais on n'est pas dans le truc. Voilà, mais merci pour cette tentative de réponse. On a une autre question donc, concernant l'UNRWA. On se demande si l'arrêt des financements était réellement justifié. D'après les lectures, d'après ce qu'on a pu lire dans la presse et autres, il s'agissait surtout d'une décision politique sans preuve solide. L'UNRWA a dû arrêter son travail. Qu'en est-il exactement? Et par ailleurs, que s'est-il passé au niveau des banques et quelle est la situation aujourd'hui de l'UNRWA justement par rapport à la situation à Gaza? Pour les banques, je peux pas dire grand-chose, en toute franchise. En tout cas, pas de ce que je J'avoue peux. que depuis 6 mois que j'ai eu mon bébé, je suis complètement coupée de tout et que je viens de revenir, donc je n'ai pas eu le temps de me mettre totalement à jour. Je ne sais pas si Leïla est en ligne, parce que je suis sûre que Leïla, elle doit avoir la réponse à ça. Pas vraiment un sujet pour les banques, hein, pour le coup. Ouais, pour le coup, c'est pas vraiment un sujet pour les banques, c'est juste les pays qui ont décidé d'arrêter les Oui, financements. exactement. Donc là, les banques, elles auront rien à voir là-dedans. À partir du moment où un pays dit nous, on finance plus, ça s'arrête là. D'autant plus qu'il y a eu après la loi à la Knesset qui considérait l'UNRWA comme une organisation terroriste. Donc après, ça dépend si les pays s'alignent là-dessus ou pas. Mais là, c'est plutôt une question où l'UNRWA ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans l'enceinte du territoire d'Israël. Après, dans les autres pays, en Syrie, au Liban, tout ça, ils continuent. Donc mais là, c'est même plus une question. Enfin, ça dépasse, je pense, Ouais, le je suis périmètre des d'accord. banques, etc., quoi. Ce qui est compliqué là, c'est que on est dans une guerre de l'information ou de la désinformation, on ne sait pas trop. Et en fait, il y a énormément d'actions qui sont prises très rapidement, mais d'un point de vue purement juridique, c'est difficile en aussi peu de temps d'avoir des preuves, en fait, des preuves concrètes, surtout que la bande de Gaza n'était pas accessible pour les journalistes. Donc c'est hyper compliqué Et puis sur à les, ce moment-là. Allez-y, allez-y. enfin, sur les financements, c'est vraiment une décision politique. C'est à partir du moment où un Exact. pays dit on finance plus, il n'y a même pas de juridique, pas de juridique. Enfin, il Bah, coupe les c'est-à-dire qu'on vannes et puis pourrait se voilà, dire, quoi. au moins, bah, j'attends des preuves concrètes avant de prendre la décision d'arrêter de financer. Ouais. Et là, en fait, tout allait tellement vite, les enjeux étaient tellement énormes que, oui, qu'en fait, il n'y a plus le temps pour la justice, en fait. Et du coup, ça me fait un peu penser à... je me permets juste de faire le rapprochement avec les gels des avoirs de USAID, euh, qui du coup... euh, qui du coup est financé essentiellement par les États-Unis. Et c'est un peu ça la neutralité. Donc, alors, pour donner une idée, USAID, c'est 44% de l'aide humanitaire mondiale. Donc, c'est un truc énormissime. Euh, et, euh, et en fait, le fait que le gouvernement Trump ait pris la décision d'arrêter de financer USAID, ça a des conséquences énormes pour les acteurs humanitaires. Parce que certes, quand on fait des projets humanitaires, on est seul, on est dans un hôpital, on fait nos activités. Mais derrière, on peut aussi avoir l'hôpital qui est financé ou la réhabilitation qui est partiellement financée par les fonds de USAID. Donc en fait, c'est aussi souvent un travail d'équipe pour fournir fournir des médicaments ou faire des réhabilitations. Et donc, du coup, tout ça impacte énormément. Donc, c'est difficile d'être neutre, par exemple, quand on est USAID. C'est difficile d'avoir la neutralité et la liberté de dire, bah, j'arrête, de toute façon, j'ai pas besoin de vos financements et je continue. Alors, on a une question en ce sens, mais je ne suis pas très certaine de la comprendre. Donc, Myriam, n'hésitez pas à la reformuler si elle n'est pas complète. Est-ce qu'il, justement, il n'y a pas de risque pour les banques, notamment vu le changement politique aux États-Unis et vu l'arrêt des financements à l'USAID ou même à l'UNRWA? Est-ce que ça ne conditionne pas des risques pour les banques de potentiellement avoir des pénalités ou avoir des... euh, voilà, si un gouvernement Trump peut prendre des décisions politiques sans preuve solide, est-ce que les banques doivent s'aligner même s'il n'y a pas de base juridique claire S'aligner sur quoi? sur les décisions, a priori? Non, c'est pas des entités qui sont sous sanction, c'est pas des entités qui sont gelées. On a juste coupé les vannes de leur financement. Il n'y a pas de sujet de blanchiment ou de financement du terrorisme sous-jacent, quoi. Je vois pas le lien, en fait, là, pour le coup, direct avec les banques. Il y a d'autres mesures politiques qui ont été prises par Trump qui posent de vrais problèmes aux banques, mais celle-ci, pour le coup, ça rentre pas vraiment dans le cadre. Il y a un rapport qui est super intéressant, mais vraiment super intéressant. Je crois que c'est celui dont on avait parlé de la CDCS,
donc sur justement le sujet de- 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 dont on parle hein, aujourd'hui. Donc, depuis il y a cette exemption humanitaire qui existe, le sujet est revenu sur la table en disant bah, comment est-ce qu'on peut aider les associations humanitaires à développer un petit peu leurs relations et à conforter leurs relations et fluidifier leurs relations avec les banques. Donc, c'est un guide qui est paru, je crois, il y a 2 ans, qui est dans la note qu'on va vous faire parvenir et qui rappelle un peu les obligations réglementaires côté banque, les bonnes pratiques côté associatif et les relations entre banques et associations. Donc on revient sur le cadre réglementaire applicable, sur les évaluations des risques que font les établissements des OBNL, les obligations des OBNL, donc avec la nécessité pour elles de mettre en place à minima, en fonction naturellement de leur taille et de leurs moyens, une mise en conformité au niveau LCBFT et sanctions, donc à minima au moins s'assurer qu'il n'y a pas de violation d'un point de vue gel des avoirs, et qu'il y a quand même un minimum de contrôle de l'utilisation des fonds et de l'origine des fonds qui est mis à leur disposition, des systèmes internes, etc. Donc tout ça, on va vous l'envoyer. Et aussi justement ce discours, cette communication qui est nécessaire entre les OBNL et puis les banques. Il y a des bonnes pratiques, des bons tips qui sont partagés par ce guide. On avait eu la chance de participer à ça directement à sa rédaction fut un temps. Donc au niveau de la communication, au niveau de l'anticipation des opérations de financement, pouvoir recueillir la documentation avant que le projet soit effectif pour conforter la banque justement au niveau des opérations qui sont financées par l'association. Et puis, bon, ça c'est aussi une bonne pratique qui dépend des moyens des OBNL, hein, naturellement. Le mieux, c'est d'avoir un point de contact en interne avec les établissements financiers qui montent en puissance sur ces problématiques-là pour éviter justement tous les goulots d'étranglement qu'on peut avoir au niveau de l'exécution des opérations qui, somme toute, sont des plus utiles à la société. Donc, je vous enverrai ça. Il y a le rapport de la CNCDH, vraiment très, très utile, notamment au niveau des recommandations qui y sont faites. On y avait participé avec un de mes anciens collègues et puis le directeur de la FBF, donc pour rappeler un peu, encore une fois, quelles sont les restrictions réglementaires qu'on a aujourd'hui en place dans le Code monétaire et financier qui nous empêchent d'avoir la flexibilité qu'on souhaiterait quand même avoir pour éviter de faire du surcontrôle, de la surconformité avec les clients type association. Donc, il y a certaines propositions qui sont formulées pour modifier le code monétaire et financier et mettre en place certaines mesures d'exemption comme on peut avoir sur d'autres typologies de clients, chose qu'on ne peut pas faire encore une fois aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs rappelé noir sur blanc dans le guide de la CDSCS qui rappelle que les banques n'ont aucune marge de manœuvre, donc appliquer une vigilance modulée mais non allégée. C'est le centre de... Alors j'ai oublié le nom complet. Il y a sécurité quelque chose. Je vais vous l'envoyer. J'ai oublié le CDCS. Moi aussi j'ai un trou. Moi aussi j'ai un trou. Moi aussi j'ai un trou. CDCS. Ah, centre. J'ai oublié. C'est ça? Non, mais je vais vous laisser le truc ensuite si vous voulez. Alors moi, je vois le centre de crise et de soutien. C'est ça. Ah là, alors, C'est celui-là. aussi. Bien joué. C'est celui-ci. Vraiment, le guide, il a été vraiment bien fait. Ouais, exactement. Tout à fait. Il a vraiment été très bien fait, je trouve, parce que ça rappelle les contraintes, les obligations réglementaires, la partie sanction, la partie blanchiment, pourquoi est-ce que les banques peuvent bloquer, pourquoi est-ce qu'elles bloquent, pourquoi est-ce que parfois aussi, côté associatif, il faudrait faire un petit peu plus au niveau de la transparence et de la communication avec les banques pour fluidifier justement les relations entre les deux. La question de blocage de fonds par des banques, en particulier au Moyen-Orient et en Palestine en particulier, c'est remonté à Bercy, parce qu'il y a des députés qui ont été saisis par des associations qui ont saisi le ministre, qui ont fait des questions au gouvernement. Et c'est donc Bercy a décidé de prendre le dossier avec les banques en disant, voilà, en gros, envoyer une convention aux banques en disant, voilà, ne faites pas de surconformité à un moment donné. Les banques et les associations qui sont clientes de ces banques financent des choses voilà, qui ont besoin de faire. Il y a des gens qui en ont besoin. Bien sûr. Bien sûr. Il ne faut pas bloquer. Exactement. Ensuite, à partir du moment, on va se le dire clairement, à partir du moment où c'est écrit, c'est-à-dire à partir du moment où c'est dans une guidance de la DGT
de la CPR ou autre, les banques ne bloquent pas. À partir du moment où on a un confort réglementaire ou un confort écrit des instances qui nous régulent et qui nous contrôlent, on le fait. Pourquoi est-ce qu'il y a des blocages? C'est parce que c'est des pays sous sanction et qu'il n'y a pas d'exemption sur les opérations en question. Les exemptions existent au niveau des associations, ça c'est un point qu'on avait vraiment pointé au niveau de la CNCDH. Les exemptions, elles existent au niveau des associations, ça, les associations peuvent payer, il n'y a pas de problème. Par contre, cette exemption, elle ne s'applique pas aux banques. Et c'est marqué d'ailleurs dans le guide auquel je fais référence, appliquer une vigilance modulée, mais non allégée, pas d'exonération liée à la cause humanitaire. Ça, c'est dans le guide. On voudrait le faire. Bon, enfin, moi, personnellement, j'aimerais. Encore une fois, c'est ces associations-là qui aident les populations qui sont dans le plus grand des besoins, j'allais dire. C'est pas les banques qui le font directement, c'est pas d'autres acteurs du privé, c'est les associations qui vont sur le front, qui aident les populations. Le problème, c'est que même dans ce guide qui est censé fluidifier les relations entre les ONG, enfin les associations, les OBNL et puis les banques, on nous dit clairement, vous devez appliquer une vigilance modulée, ce qui ne veut rien dire dans la réglementation. Ça n'existe pas, modulé, c'est une approche par les risques, mais on sait comment est-ce qu'on doit classifier les associations au regard d'autres sources réglementaires, mais non allégées, pas d'exonération liée à la cause humanitaire. Si on avait cette exonération, ça fluidifierait vraiment significativement certaines opérations avec des pays sous sanctions. Si l'approche est la même entre l'Europe, encore une fois, et puis les États-Unis, parce qu'on applique également le volet sanctions côté américain lorsqu'on est une institution Ce volet-là est internationale. couvert par les exemptions Aussi. humanitaires C'est ça. et par les licences éventuelles qui C'est ça. existent et qui sont. Tout à fait. Donc à partir du moment où il y a ce critère de confort, parfois même les établissements peuvent exécuter l'opération, mais par manque de connaissances, manque de communication avec les clients et manque de pragmatisme, ne le font pas. On en revient sur l'exemple de l'association qui devait payer ses salaires de 2000 salariés, qu'on demande la pièce d'identité des 2000 salariés. Enfin, ça prend 4 mois pour faire le contrôle. Bien sûr, parfois il y a de la surconformité. Donc il y a des efforts à faire aussi du côté du secteur financier, il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut connaître le fonctionnement des associations, il faut respecter la lettre et l'esprit de la loi, mais pas non plus aller au-delà et uniquement cocher des cases dans des checklists sans savoir exactement où se situe le risque. Donc les efforts sont à faire des deux côtés. Et vraiment, ce guide, je trouve que c'est le plus intéressant, même si je ne suis pas d'accord avec tout, en plus de celui de la CNCDH, clarifie largement la chose. Et on voit que le sujet aussi était ensuite pris à bras-le-corps par l'autorité bancaire européenne, par le GAFI. Donc ça reste du droit mou, mais c'est assez intéressant. CNCDH et puis le centre de sécurité, c'est ça, je sais plus quoi. Alors, il y a des choses qui sont vraiment bien fichues à l'intérieur, vraiment. Il y a des choses un peu moins, mais là, je vous rejoins totalement. Quand on fait ce genre de guide, et ça, vraiment, on a essayé de le faire aussi un petit peu, c'est bien d'avoir les bons interlocuteurs autour de la table. C'est-à-dire d'avoir les associations, d'avoir les banques, d'avoir les autorités, tripartites, et on échange. Parce que si on n'a pas les associations, on ne va pas comprendre les contraintes des associations. Si on n'a pas les banques, on a avec une réglementation qui fait 15 000 pages, des lignes directrices, des bidules, où parfois on n'est pas forcément aussi pragmatique et très intelligent parfois dans les contrôles qu'on peut déployer. Et si on n'a pas le superviseur ou les autorités derrière qui peuvent taper d'un côté et de l'autre, c'est compliqué aussi. Donc, moi, j'ai toujours été un fervent défenseur, et pas que pour les associations, des échanges publics-privés pour essayer de rendre les choses un petit peu plus parlantes, pragmatiques et qui répondent aux challenges d'une part et d'autre, pas Les uniquement des associations, associations. elles font énormément de lobby auprès des instances internationales aussi pour avoir ces exemptions. C'est à la suite d'un très très gros lobby qui a eu la résolution des Nations Unies qui spécifiait que les sanctions ne devaient pas contrevenir et entraver l'aide humanitaire et qu'il y avait une exemption constante pour l'aide humanitaire. Cela dit, après, à appliquer, c'est très compliqué. Donc, même quand on en a une, c'est très difficile. Après, on a aussi le sentiment. Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut des efforts de part et d'autre. On a souvent l'impression aussi que quand on parle aux banques, ou que les questionnaires, par exemple, qu'on reçoit de la part des banques, ne sont pas adaptés et que du coup, on se dit, ah, mais ils connaissent pas le milieu humanitaire, c'est pas du tout adapté à un acteur humanitaire, ce questionnaire. Et donc, on se pose pendant 5 ans la question, comment on va répondre à cette question? Elle n'est pas adaptée à nous, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, je pense qu'il faut effectivement mieux se connaître les uns les autres. Je pense qu'il y a un gros travail de formation à faire au niveau des acteurs humanitaires sur ce que c'est les sanctions, pourquoi est-ce que c'est important,
de les comprendre, quels sont les droits et les devoirs des des acteurs humanitaires. Et oui, je pense que... Ouais. Et même du côté des banques. Je te rejoins totalement. Faire un questionnaire AML sanction qui est commun pour une entreprise et une association, ça n'a pas de sens. Il y a des établissements financiers, vous le mentionniez, qui ont un appétit à travailler avec les associations. Elles ont une meilleure connaissance aussi des enjeux associatifs. Ce n'est pas le cas de toutes les banques. Ouais. Donc il y a aussi un effort à faire au niveau des banques, mais ça, on réussira à le faire uniquement en échangeant, j'allais dire, de manière libre, en partenariat public-privé, entre guillemets, avec les bons interlocuteurs autour de la table. Sinon, ça va toujours être le serpent qui se mord à la queue. On va toujours vous envoyer des questionnaires qui n'ont aucun sens, qui ne s'appliquent pas à vous. On ne parle pas, encore une fois, de certains enjeux, de certaines spécificités des associations. Et idem, vous allez vous dire, non, mais c'est quoi ce questionnaire? Pourquoi est-ce qu'il me pose des questions qui n'ont absolument rien à voir avec mon activité, sans qu'on puisse vous expliquer, bah, c'est en fait la réglementation à laquelle nous sommes assujettis. Oui. Donc il y a bien sûr et naturellement des efforts à faire d'une part et d'autre. Les banques, elles ont un rôle à jouer aussi dans la cause humanitaire. Moi, je trouve ça très dommage qu'il y ait de l'exclusion financière, même si on a travaillé sur des centaines de pages. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour que ça fonctionne. Mais c'est un vrai sujet, et encore plus aujourd'hui. Je pense qu'on est dans une période où la cause humanitaire n'a jamais été aussi forte aujourd'hui, quoi. Oui, et alors, parallèlement, c'est aussi la période où l'aide humanitaire est la plus entravée, en fait. C'est-à-dire qu'on a rarement connu autant de difficultés pour pouvoir apporter un secours humanitaire. C'est vraiment quelque chose qui est unanime dans le milieu. C'est assez déroutant et déstabilisant, c'est-à-dire que moi, je suis partie en congé en fin septembre, je suis revenue fin mars, et en fait, j'ai l'impression que les entraves ont été augmentées de 100%, en fait. C'est incroyable de constater ça. Et on ressent aussi, je trouve, cette défiance, là où, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on avait l'impression de se dire, OK, on va mettre en place un droit de la guerre, des institutions internationales qui vont être là pour être gage de protection et de pacifisme un peu, de tempérance pour tout le monde. Ben, on a l'impression qu'aujourd'hui, ces instances internationales, elles sont complètement décriées, qu'il y a une défiance à l'égard des Nations Unies, à l'égard à l'égard du droit international humanitaire, et du coup, c'est un peu la porte ouverte à toutes les dérives, en fait. C'est un peu ce qu'on constate aujourd'hui, et c'est hyper compliqué pour les acteurs humanitaires de travailler sereinement. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur le rapport TRACFIN 22 par rapport à Daesh? Et on avait une autre question précédente que je vais lier en même temps sur si vous avez des éléments pour revenir sur l'affaire Lafarge et l'État islamique, justement. Est-ce que vous avez des éléments sur ça et sur le rapport TRACFIN Alors, le rapport TRACFIN, chaque année, en fait, TRACFIN, donc vous êtes tous. Je Vous savez pense que tous ce qu'est ça TRACFIN. pourrait être intéressant de Voilà. resituer rapidement TRACFIN. TRACFIN, c'est la cellule de renseignement financier française. C'est celle qui reçoit l'ensemble des déclarations de soupçons qui sont envoyées par la cinquantaine d'assujettis, professions assujetties, au niveau français. Donc en moyenne, c'est 200 000 déclarations de soupçons par an, voilà, 198 000, pour 200 agents qui traitent les remontées faites par les établissements financiers et non financiers lorsqu'ils identifient des transactions suspectes de la part de leurs clients. Et peut-être pour répondre à la question de Miguel tout à l'heure, et qui fonctionne par système pyramidal, où en fait à chaque fois il y a un processus de sélection qui permet de décrémer les différentes typologies Tout de à fait. déclarations de soupçons, et c'est ce qui fait que certaines banques sont plus voilà, sont plus OK par rapport au risque ou par rapport à d'autres. Alors, non, pour le coup, pour la déclaration de soupçon, Elle se fait un petit voilà. peu également aussi au sein de l'institution qui va décider Tout à fait. ce qui décide, ce qui Tout part à en fait. déclaration de soupçon. Tout à fait, tout à fait. C'est très cadré réglementairement parlant. Donc, c'est le L161-15 du CMF. Chaque fois que vous avez une opération qui vous paraît suspecte, dès le premier euro, vous devez la déclarer à TRACFIN. Ensuite, l'écrémage, il va surtout se faire au niveau de TRACFIN. Donc, on reçoit 200 000 pour 200 personnes. Ils ne peuvent pas tout traiter à l'instant T. Donc, ils vont plutôt prioriser certaines typologies de déclarations de soupçons. Et en priorité, c'est celle sur le terreau. Ensuite, vous avez, on va dire, celle sur les PPE, donc qui impactent les personnes politiquement exposées. Ensuite, les dossiers à forts enjeux financiers, notamment les dossiers de fraude fiscale significative. Donc chaque année, ensuite, TRACFIN fait ses rapports, donc il revient sur ses statistiques, et il dégage des schémas typologiques. Voilà, des typologies de blanchiment au financement du terrorisme. Et ces rapports doivent être analysés et intégrés par les établissements financiers et plus largement assujettis dans leur dispositif LCBFT. Donc chaque année, vous allez avoir plusieurs cas que TRACFIN va considérer comme étant significatifs
dans ces publications. Donc, chaque cas a fait l'objet en fait d'une déclaration de soupçon. Et les établissements doivent donc les analyser et puis les intégrer dans leur classification des risques. Et en l'occurrence, pour le rapport de 2016-2017, Tracfin a fait le focus dans le cas de 22 sur un schéma typologique qui impliquait une association qui percevait des fonds via des cagnottes en ligne. Et il s'avérait que ces fonds-là avaient ensuite été mis à disposition d'un groupe terroriste, en l'occurrence Daesh. Donc ça renforce aussi la pression au niveau des établissements financiers de se dire, ben, quand vous avez des associations qui en plus récoltent sur des cagnottes en ligne et en plus envoient des fonds dans des zones qui sont risquées, vous devez faire un petit peu plus de zèle, entre guillemets, au niveau des contrôles, au niveau de vos procédures, etc. Ça ne veut pas dire que toutes les associations qui sont exposées naturellement à des pays à risque financent le terrorisme, mais c'est du risque inhérent qui doit être évalué dans leur dispositif. Et si l'établissement ne le fait pas, alors qu'il y a cette typologie de transactions qui peut être observée dans sa base clientèle ou dans ses livres, ça peut avoir un reproche formulé en cas de mission d'inspection, notamment de la part de la CPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est le superviseur des banques. Donc, si on se rend compte que vous n'avez mis aucun contrôle sur ce type de client pour ce type de transactions vers des pays qui sont considérés comme étant sensibles, vous pouvez vous le faire reprocher, ça devient un grief et vous faites sanctionner. La CPR a aussi un pouvoir de sanction qui peut aller jusqu'à 100 millions d'euros, ou 10% du chiffre d'affaires consolidé. Et la plus grosse amende que la CPR ait pu prononcer à l'encontre d'un établissement, donc décembre 2018, c'était sur un sujet spécifique, gel des avoirs terreau, sur du terreau. Encore une fois, il faut toujours penser à la banque, elle ne veut pas perdre d'argent, pas faire attention aux gendarmes, elle veut aussi être rentable derrière, donc voilà, donc elle va s'aligner sur ce que les autorités compétentes publient en matière de risque. Je sais pas si ça répond à la question. Je pense que ça répond à la question et Ok. ça permet d'enchaîner sur une dernière question puisqu'il nous reste 3 minutes, à savoir, et donc ça permet peut-être de conclure, peut-on être accusé en tant qu'individu de financement du terrorisme si justement on a envoyé un don à une association qui s'est révélée euh, être soupçonnée ou en tout cas dans ce type de réseau là, si on fait le lien avec Tracfin. Quel est le risque pour l'individu en tout cas comme Mais il a financé de bonne foi ou est-ce qu'il savait que c'était à destination d'une c'est association? pas un cas particulier mais C'est ça? Non, mais en fait, je pense que, enfin, c'est toi là. Il y a pas alors, il va falloir. Je vois mal, Ouais. je vois mal un individu être poursuivi s'il a fait un don avec. On vit quand même dans un état de droit, en Bah tout cas oui. pour la France. Donc, il va falloir prouver qu'il C'est ça. savait au moment où il a fait le don que l'association à laquelle il donnait l'argent finançait des terroristes. Et très franchement, je doute qu'un Ouais. individu puisse le savoir. C'est fait de bonne foi, hein, ouais. C'est fait de bonne foi. Revient en tête, c'est il y a quelques années, une maman a envoyé de l'argent à son fils qui était en Syrie, je crois. Je ne sais pas très bien ce qu'il faisait. Et elle a vu les Oui. flics débarquer à 6 heures du matin. Ouais, ouais. Pour le coup, je pense que ouais, c'était C'était du au financement. moment certainement Ouais, où ouais, il y a eu je me énormément souviens. de Français qui allaient à Raqqa, Mm, mm. peut-être. Donc peut-être que Ouais, c'est là, ça. les autorités étaient un peu plus. Elle était poursuivie, ouais, Oui. je crois qu'elle était poursuivie aussi pour financement du terreau parce qu'elle savait que son fils potentiellement participait à je crois que c'était en lien avec C'est-à-dire que Daesh. s'ils ont retrouvé des numéros de téléphone Ouais, qui étaient je me souviens à très bien de cette. destination de Ouais, Raqqa ouais. ou quoi, bon, il y a quand même. Ouais, je me souviens très bien de ce cas. C'est un moment, ouais, on va se dire, mais ouais, je me souviens bien du C'est un cas cas. quand même un peu emblématique Mm, de ce qui peut arriver à un moment donné pour répondre à la question. Enfin, il faut quand même rassurer tout le monde, c'est que les associations sont quand même très surveillées. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on sait bien qu'il y a eu, par exemple, des associations, des fausses associations pour apprendre la langue arabe, par exemple. On sait bien que derrière, il y avait eu deux, trois individus pas très, voilà. Mais sinon, c'est très marginal. Et d'autre part, les associations Médecins du Monde, Médecins sans frontières, pardon, excusez-moi, je ne vais pas confondre avec la concurrence, ont des commissaires aux comptes. Donc, Évidemment, évidemment. Et ça donne beaucoup de confort aux banques. Mm. Il y a eu pas mal de cagnottes privées en fait aussi. Sur Instagram, sur WhatsApp, sur plein de trucs Tout à où fait. c'était des cagnottes privées. Donc là, il faut faire attention quand on donne, surtout s'il y a des gens qui envisagent de faire des carrières où après ils vont avoir des security clearance, où on va quand même un peu regarder ce qu'ils ont fait. Tout à fait. Là, vaut mieux faire attention, quoi. Et sur Daesh et l'État islamique, comme ça, je vous fais de la pub.
Il y a une super vidéo de l'IREMO avec une journaliste justement qui a fait un livre euh, que là-dessus, quoi, sur l'affaire Lafarge. Mm. Et elle est venue faire une rencontre avec l'IREMO, donc il y a 2 heures de vidéo là-dessus. Je pense Bon, que c'est intéressant pour ceux que ça intéresse. voilà, sur la je la question. retrouverai, je vous la mettrai Ouais. en lien sur Ouais. la séance. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Sauf des remerciements dans le chat que vous pouvez lire, que vous pouvez voir. Je vous propose éventuellement de pouvoir conclure la séance de ce soir. Merci aux participants en salle, merci aux participants en ligne qui ont été très nombreux. Et voilà, je vous laisse le mot de la fin et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Moi, j'étais ravie d'être là. Merci à Leïla pour l'invitation. Merci à vous pour la participation. J'ai trouvé ça hyper interactif et j'ai appris plein de choses. Je peux pas dire mieux, me dirait l'autre. Non, non, je pense que c'est vraiment des échanges qui sont très importants, très utiles. Moi, c'est un plaisir, un honneur aussi d'intervenir. Et puis, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vous envoie les sources, des éléments, des rapports qu'on a pu mentionner, on le fera avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et la participation. Et merci à Merci vous deux, beaucoup. c'était très intéressant, très dynamique et j'ai vu aussi beaucoup de commentaires très enthousiastes sur le chat. Donc je tenais vivement et chaleureusement à vous remercier, Mustapha et Olga, d'avoir passé la soirée avec nous à l'IREMO. Merci beaucoup. Merci Leïla. Merci Leïla. Très très bonne soirée tout le monde.